Madame, Monsieur, bonjour. La prison centrale de Yaoundé à Konengi, sur le choc après la mort de Jérôme Ndunga, ex-ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, détenu dans le cadre d'une affaire de détournement de deniers publics, plus connue sous le nom de l'opération Épervier. Le rapace semble avoir repris du service cette semaine avec des victimes conduites à la prison centrale de Konengi. C'est le menu principal de cette édition de Canal Presse. Voici le sommaire avec Ghislaine Pierre-Issono. Célébrissime Mendozé à Konengi, l'attente a été longue. L'ancien directeur général de la CRTV, télévision à capitaux publics camerounaise, séjourne en prison depuis un moment, en compagnie de 5 fonctionnaires des finances publiques, dont une dame, épouse d'un colonel. Nous, on ne sait pas encore pourquoi, sauf à considérer avec les détracteurs de la chorale La Voix du Cénacle qu'il s'agit des détournements de la redevance audiovisuelle. Il y a longtemps qu'une opinion décrit l'opération Épervier, jugée discriminatoire dans les interpellations. Une parenthèse avant de continuer, c'est que Jérôme Ndunga, ancien ambassadeur camerounais aux États-Unis d'Amérique, est passé de vie à trépas alors qu'il payait le frais de l'Albatros en prison. Pour revenir au cas Mendozé, un savoir pratique voudrait qu'on questionne effectivement la redevance audiovisuelle, mais aussi l'affaire du satellite, un peu en hibernation. À propos de l'hibernation, qu'est-ce à dire du temps de la justice camerounaise, précisément en cette fin d'année 2014, qu'on annonce plutôt fertile en arrestation. Gabon, la République se ligue contre Claude Péan. Le journaliste et écrivain français a osé écrire que le président n'est pas le fils du défunt président. Sacrilège pour Libreville qui s'en va ester en justice. Dans les chaumières là-bas, on dit que l'écrivain a raconté des ragots en guise de règlement de compte face au pouvoir de Libreville qui n'a pas donné suite à son chantage. Le Français avait demandé, dit-on, du CFA par milliard en échange de son silence ainsi qu'un recrutement juteux de son ami dans les affaires gabonaises. Émoi et consternation qui n'empêchent pas de se demander tout de même si l'écrivain avait des éléments on ne peut plus probants. Et même l'enfant adoptif, si tel était le cas, n'a-t-il pas la nationalité de son père, toute chose lui conférant les droits constitutionnels? Patience Dabani est sa mère et Omar Bongo est son père, un point c'est tout, et qu'on arrête avec cette affaire de Biafra. Encore qu'en France, Nicolas Sarkozy a été président et Barack Obama l'est aux États-Unis d'Amérique. L'intérêt pour Ali Bongo et pas pour Franck Biya, c'est qu'il nous parle au sujet du degré de partage de la vie présidentielle avec le peuple. N'est-ce pas là le problème? Qu'en 2015, c'en est fait, les Lions sont qualifiés. C'en est fait aussi à la Fédération camerounaise de football, où se sont achevées les élections comme prévu dans les 10 régions du Cameroun. À Douala, dans le littoral, Frank Happy n'a pas compétit, il a plutôt brutalement été amené à exposer ses jolis vêtements, enfin, après des rixes. Au finish, on conclut ceux qui aiment à critiquer le professeur Joseph Ouna, une élection plutôt cavalière. Cela parle d'incongruité juridique et manœuvres subjectives qui conduisent à un but, l'élection de Tombi Aroko comme successeur du prisonnier Iya Mohamed. Ceux-là, encore eux, se disent choqués que cela se passe pendant la normalisation. Ils y voient un sujet plutôt anormal, des textes anormalement bien taillés en avant, à la mesure du choix des gens bien de là-bas. Au-delà de Tombi Aroko, c'est le moment de revenir, image à l'appui, sur le jeu et les enjeux des élections à la FECAFOOT. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Invité sur ce plateau du débat ce dimanche, Chantal Roger Tulé, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Avec le feu qu'il y a dans la maison de l'autre, loin de se réjouir, vous pouvez au moins recevoir le salut de ceux qui pensent, de ceux qui savent avec moi que vous êtes aujourd'hui les premiers. Alors bonjour aux millions de téléspectateurs qui vous suivent désormais au Cameroun.
et à travers le monde. On ne dit pas assez aux gens qui sont meilleurs de leur vivant. Personne n'a dit au professeur Mendozé, tiens, c'est un sujet aujourd'hui, qu'il avait fait la plus belle chorale d'Afrique. Bon, on y reviendra. On y revient. Merci. Directeur de publication de la Tribune de l'Est. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Thierry Don, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs et je salue aussi les membres du panel. Merci pour l'invitation. Directeur de publication de l'hebdomadaire Intégration, le journal de la sous-région. Vous êtes là et les téléspectateurs comprendront très bien pourquoi ce dimanche. Jean Bunotani également est là, bonjour. Bonjour. Journaliste au quotidien Le Jour, membre du Conseil national de la communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dominique Bassi, bonjour. Bonjour, bonjour également à ceux qui prennent la peine de nous regarder ce dimanche. Vous êtes le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Repère. Messieurs, merci à vous d'être venus. Voici le tour complet de l'actualité de la semaine. C'est la revue de la presse. Dario Deboandé. Bonjour, l'accord est parfait entre le Cameroun et le Canada, constat fait selon Cameroun Tribune. Entre Paul Biya et Benoît-Pierre Laramé, le haut-commissaire du Canada arrivé en fin de séjour, les deux personnalités ont salué l'excellente coopération entre les deux pays, coopération marquée par la signature récente d'un accord cadre sur la sécurisation des investissements. Paul Biya tout à l'honneur avec cette élévation à la dignité de Grand Croix de l'Ordre international de Palme, académique du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui vient de se tenir à Yaoundé. Cameroun Tribune rapporte que 9 sur 10 candidats présentés par le Cameroun ont été reçus. Ils sont pour la plupart spécialisés dans le domaine de la médecine. Une filière au devant l'actualité cette semaine avec le cri à l'injustice des élèves médecins reçus il y a un an à l'examen national. Ils sont aujourd'hui dans la rue depuis plus d'une semaine et sont déterminés à obtenir de l'État du Cameroun le paiement d'une subvention pour leur formation. Ce à quoi le ministre s'oppose, pourtant selon la nouvelle expression, le ministre de l'Enseignement supérieur les avait rassurés l'an dernier que ceux de Banganté et d'un Colondome ne paient que 50 000 francs comme leur paie des universités d'État. Cette année, la subvention a été supprimée. Intéressons-nous avec le jour sur ce rapport du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire de Paul-Éric Klinger, en demandant à l'État du Cameroun de reconsidérer l'affaire de l'ancien maire de Djombe Penja. L'ONU questionne la qualité des procédures et des décisions de justice au Cameroun. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, elle, dénonce le gouvernement, fustige selon mutation la tolérance administrative qui perdure dans le secteur médiatique. La Commission estime que l'État est complice des irrégularités observées dans l'implantation et la prolifération des églises des réveils au Cameroun. Une affaire de malversation financière à la une de Repère. Au Milidup, le personnel de ce département ministériel accuse le chef de département des tentatives de détournement de leur prime d'examen qui s'élèverait à 900 millions de francs CFA. Une affaire de milliards, cette fois à la une de l'intégration de Thierry Ndong. Les États-Unis d'Amérique, à travers le Federal Bureau of Investigation FBI, enquête sur le milliard viré par le gouvernement camerounais dans les comptes bancaires du précepteur de l'ambassade du Cameroun à Washington à l'occasion du voyage de Paul Biya au sommet États-Unis-Afrique. Les fonds décaissés plusieurs semaines après la rencontre au sommet entre Barack Obama et ses homologues africains auraient permis, selon le journal, entre autres à un ministre camerounais, d'acquérir une résidence privée au pays de l'oncle Sam. D'ailleurs, là-bas, la nouvelle fait état de ce que le précepteur de l'ambassade est porté disparu. Porté disparu également les portables de 2 terroristes d'Al-Qaïda détenus au CED, interpellés le 17 octobre 2014 entre Douala et Edea. Les 2 membres de la nébuleuse Al-Qaïda étaient, selon le journal, en mission de reconnaissance à Douala. Ils ont été conduits sous bonne escorte à Yaoundé. La disparition de ces téléphones portables est une preuve, selon Europe Plus, des connexions au sommet de l'État du Cameroun. Malgré tout, les forces de défense au fond ne baissent pas le moral. Ils font même preuve d'une détermination exemplaire. L'arsenal déployé par le haut commandement selon Cameroun Tribune rassure les populations. Les Lions indomptables également rassurent. On les a encore vus hier face à la RDC, mais rappelle l'action gare aux vieux démons. Le journal du RDPC fait allusion à l'actualité sur l'élection à la Fédération camerounaise de football. La maison de football de Tchinga, selon mutation, qui vient de recevoir cette semaine une mission du contrôle supérieur de l'État qui veut voir clair dans la gestion des fonds alloués pour la Coupe du Monde 2014. Mutation parle de l'état de santé de l'ancien ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Jérôme Mundouga n'a pas un moral d'acier, il est même dans un état très critique à l'hôpital général de Yaoundé.
eux ne sont pas à l'hôpital, mais éprouvent des réelles difficultés à mi-mandat entre Barack Obama et les Républicains. C'est compliqué, dit Sparks. François Hollande, lui, a manqué au rendez-vous avec les Français, comme le Cameroun pourrait manquer au rendez-vous l'arrimage au numérique en 2015. Le financier d'Afrique rappelle qu'un seul pays est prêt pour la grande révolution, le Tchad, aux côtés de l'île Maurice, le Rwanda et la Tanzanie. Le Congo projette en 2020, le Cameroun amorce encore le processus. Le Gabon attend la stratégie nationale, la Guinée équatoriale à la traîne. La Centrafrique lutte d'abord pour la paix en attendant l'élection présidentielle en 2015. Et voilà un qui a annoncé sa candidature à la une de l'Union, le mensuel centrafricain d'information. Michel Amine se positionne déjà comme l'acteur de premier plan dans la renaissance de la Centrafrique. Et puis, la renaissance à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour demain. La preuve, selon nos messagers, malgré l'ouverture de la session cette semaine, le projet de loi de finances est introuvable. Pourtant, indique le quotidien, le texte du gouvernement devait être sur la table des députés 15 jours avant le démarrage de la session. À dimanche, si plaît à Dieu. Merci à vous, Harley Desbons-en-Débé, pour cette revue de l'actualité. Alors, c'était un mois de novembre, presque comme tous les autres, pour le professeur Gervais Mendozé, l'ex-ministre délégué à la communication, ex-directeur général de la CRTV, a même offert un récital digne des grands opéras à tout le Gotha politique réuni pour la célébration des 32 ans d'accession au pouvoir de Paul Biya. Et quelques jours après, tout est allé très vite, précisément mercredi 12 novembre, le professeur Gervais Mendozé est interpellé, auditionné par le procureur général du tribunal criminel spécial, puis incarcéré à la prison centrale de Yaoundé à Koningui. Monsieur, voilà pour les faits, tout en vous rappelant que l'information judiciaire est ouverte et que l'affaire dans son fond ne peut donc pas susciter des commentaires de notre part. Je vais commencer par vous, Jean-Bruno Tani. Est-ce qu'on s'attendait encore à cette arrestation? D'abord, vous avez dit quelque chose, c'est que le professeur Gervais Mendozé n'avait pas perdu ses habitudes de chant. Mais malheureusement, son interpellation mercredi dernier montre très bien que les louanges ne sauvent pas en matière d'opération épervier. Est-ce qu'on attendait l'interpellation du professeur Gervais Mendozé? J'avoue que non. Il y a pratiquement 9 ans, quand il a été viré de la télévision nationale, alors que des soupçons de graves malversations financières pesaient déjà sur lui, si on l'avait été interpellé à ce moment-là, personne n'aurait trouvé quelque chose à redire à son interpellation parce que c'est un personnage qui saturait un tout petit peu. Mais 9 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai l'impression que le pouvoir a considéré que Gervais Mendozé était une espèce de tête de gondole qu'il fallait livrer au public, livrer au peuple, une espèce de, comment dire ça, le cœur du ballot, pour parler comme les vendeurs à la sauvette du marché Mokolo. Sauf que, en regardant autour de moi, j'ai eu l'impression que l'interpellation du professeur Mendozé n'a pas amusé grand monde. N'a pas amusé grand monde parce que le timing est au moins curieux. Il y a eu un rapport du contrôle supérieur de l'État qui décrivait minutieusement ces malversations financières. On aurait pu l'arrêter à ce moment. 13 fautes de gestion, précisément. Et le problème, justement, c'est que ce timing de l'interpellation du professeur Mendozé jette quand même le discrédit sur l'opération épervier et tue la dimension pédagogique qui est supposée se cacher derrière. Et c'est de ça qu'on va parler tout au long de cette émission. Oui, très rapidement pour finir, Carole. Tout le monde au Cameroun est d'accord qu'il faille lutter contre la corruption. Seulement, il faudrait que ce soit systématique. Parce que le cas du professeur Gervais Mendozé, qui arrive concomitamment avec une actualité quand même assez brûlante au Burkina Faso, ressemble étrangement à celui de Iya Mohamed, qui avait été interpellé puis écroué au lendemain d'une défaite des Lions indomptables contre le Togo. C'est quand même des coïncidences qui sont assez troublantes. On revient sur ces coïncidences. Merci à vous. Alors, Dominique Bassion, Jean-Bruno Tani parle justement de ce rapport du contrôle supérieur de l'État, précisément du Conseil de discipline budgétaire et financière rendu en mi-janvier 2009, qui disait que le professeur Mendozé était reconnu débiteur de 2,616 milliards de francs CFA. Il a écopé d'une amende de 2 millions et a été déchu de ses droits civiques pendant 5 ans. Alors on croit cette affaire terminée en ce moment. Pourquoi, à votre avis, le tribunal criminel spécial s'en saisit maintenant? Je ne suis pas de ceux qui croyaient cette affaire terminée. Parce que déjà, le rapport du contrôle supérieur de l'État ne lit pas forcément la justice. La justice peut décider de ne pas suivre le contrôle supérieur dans ses recommandations et autres. L'autre chose, c'est que moi,
tout au moins à repère, nous savions que cette affaire n'était pas totalement terminée. Rappelez-vous, il y a à peu près 3 semaines, Repère a publié une liste. C'est pas le journal de liste, mais on a publié pas une liste, mais on a fait une synthèse d'un document dont on a pu prendre connaissance. Oui. C'est le procureur général près le TCS qui faisait l'état des affaires dans sa juridiction au ministre de la Justice. Oui. Et donc, parmi les États, les enquêtes qui étaient bouclées, il y avait justement celle qui aujourd'hui conduit le professeur Germain Mendozé en prison. Donc, nous, à Repère, nous savions que ces affaires n'étaient pas tout à fait terminées. D'accord. Aujourd'hui, tout ce que je veux dire, c'est que, comme l'a relevé Jean Bruno, il y a quand même lieu de s'interroger. C'est-à-dire que le procureur général près le TCS, qui en refait d'abord, c'est peut-être normal, parce que là, c'est le parquet à sa hiérarchie directe, qui est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, à son tour, va en référer à celui qui a nommé le président de la République. Oui. Donc, on a maintes fois parlé de l'émission du politique dans l'opération Épervier. Voilà encore une autre preuve qu'on nous sert aujourd'hui. Un cas d'école. Merci. Chantal Roger Sulé, des confrères comme Soulé Oloye, on se demande si ce n'est pas cynique ou même machiavélique d'incarcérer un homme de 70 ans comme le professeur Mendozé après que ses nerfs ont été mis à rude épreuve. Est-ce que cela excuse le délit? Il faut saluer le travail qui est fait par Soulé Honoriol et par d'autres combattants de la plume dont je suis pour dire qu'on peut prévoir ces choses en amont, qu'il y a un vaste trafic de chanvre indien à Yaoundé 6e, que j'ai porté le fait devant le commissaire de Mendon, devant le commissaire des Foulanes, que je cherche à rencontrer le délégué du gouvernement, pour lui dire, le délégué de la Sûreté nationale, pour lui dire d'où ça vient, quel est le grossissement, et que personne ne regarde ça. Et que le moment venu, on incarcérera quelques personnes autour pour excuser ce qui ressemble très grossièrement à de l'incompétence. Sous les dits des choses qui sont fondamentales. Voyez-vous, quand on décide d'arrêter quelqu'un, il ne faut pas oublier que c'est une affaire politique. Il y a 3 principes. Il y a le pourquoi de la chose, oui. Il y a la raison de la chose et il y a la finalité. Pourquoi? Mendozé a pris certainement beaucoup d'argent. Combien? 2 milliards, quelque chose. C'est de la gnognotte à côté des centaines de milliards que quelques personnes ont volé. Le président de la République a dit voler. Et qui sont encore en liberté, j'utilise le même terme que lui et qui sont encore en liberté. Mais il y en a aussi qui c'est de la gnognotte à côté de ce qui s'appelle priver la République du Cameroun d'un satellite. Et que des gens continuent à écrire des livres à la gloire de Paul Biya après avoir mis plein d'argent du contribuable camerounais de nos finances anémiées dans leur poche. Voilà pour le pourquoi. Aujourd'hui, l'opportunité. On peut penser que c'est politique, il fallait quelqu'un du Dja et Lobo. Je n'aime pas spécialement ce qui se passe à Kamtel, mais il y a bien d'autres personnes, d'autres candidats dans le Dja et Lobo qui intéresseraient, qui devraient intéresser de plus près. Encore que Mendozé, qu'on a vu dans la pratique de la chose, de ce que j'appelle moi des voleurs sympathiques, est-ce que c'était l'opportunité, est-ce que c'était nécessaire? Moi j'en doute. Vous savez qu'il est encore présumé innocent, n'est-ce pas? Maintenant, les raisons, vous savez que nous sommes en pleine spéculation. L'utilisation des termes aussi doit tenir compte de tout cela, oui. Maintenant, la finalité de la chose, et c'est là que ça devient intéressant. Sans doute, le chef d'État veut-il envoyer un signal fort, parce qu'il ne faut pas oublier que le président, chef de l'État, chef suprême des forces armées, est également patron de la magistrature. C'est lui qui régule les carrières et qui nomme à des postes là-bas. Le signal fort, c'est quoi? Ce serait quoi le signal fort? Et que le signal fort serait que si on a pu arrêter quelqu'un dont une certaine rumeur a lié le fils de l'un au fils de l'autre, dont les louanges pendant les cérémonies funéraires de tels ont ému tel, dont les grandes gloires, et mon Dieu, la presque humiliation, vous avez vu le diable de secousse presque ubuesque auquel s'est livré ce papa de 73 ans, je voulais rectifier, oui. Que pour dire que si j'ai pu arrêter celui-là, alors l'opération Épervier est véritablement ouverte. Et que personne, fût-il boulot, ne doit plus se sentir à l'abri. Et c'est le moment, Carole, de dire aujourd'hui qu'on doit prendre le président de la République au mot. Il faut que les tribus se valent réellement dans la répartition du pouvoir, dans la répartition des avoirs et dans la répartition
on va le dire comme ça, de la déchéance. J'entends Roger Tulé, c'est un autre problème que vous posez là-bas. Donc, on y revient sûrement. À votre avis, Thierry, est-ce qu'il y a eu des velléités d'humiliation de cet homme qui a servi, et qui a aidé à construire un régime et qui l'a endurci? On le connaissait très généreux, on le connaissait également très différent ces derniers temps-ci depuis qu'il a quitté ses fonctions. Vous pensez qu'on a voulu vraiment l'humilier? C'est difficile, hein, parce que là, nous sommes dans la spéculation. Mais voyez-vous, je ne pense pas. Parce que s'il y avait velléité d'humiliation, on l'aurait pris depuis. Rappelons que ça fait quand même 9 ans que ça court, hein, entre son limogeage et son arrestation. Donc, je me dis, s'il y avait eu au départ velléité d'humiliation, on l'aurait pris peut-être. Et pourquoi pas le laisser comparaître libre, par exemple, qui vienne. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Et ça revient au problème du timing dont parlait Jean-Bruno Taï tout à l'heure. Voyez-vous, entre son arrestation et entre son limogeage et son arrestation, on a 9 années. Oui. Et à côté de ça, vous voyez très bien que le professeur n'a pas pris la poudre d'escampette, bien que sachant que la procédure était en cours. Oui. Il n'a jamais été, il n'a pas disparu de la circulation. Donc, ça veut dire que c'est un monsieur qu'on voyait, on savait où le prendre, et on sait où il habite, on sait qu'il est là inoffensif. Il a un certain âge. Il est inoffensif, on le voit. Donc, ça veut dire, le nouveau code de procédure pénale dit quoi? Il dit très bien que on peut, dans le cadre d'une affaire comme celle-là, on peut identifier le domicile et puis garder la personne comparée libre. Et pour le professeur Gervais Mendoza, 73 ans sonné, on le voit à la chorale tous les jours. Il ne se cache pas. Il a pignon sur lui. Je crois que quand même, et là on est dans une détention préventive. Je crois que le code de procédure pénale ouvrait une autre possibilité pour ce papa qui mérite quand même un peu de respect, d'ailleurs, comme tous les présumés innocents. Merci. Caroline Bassi d'abord et puis Jean-Bruno Tanier. Oui, pourquoi vous souhaitez sur ce plateau, comme je ne sais pas, qu'il y ait une loi ou alors une démarche particulière au professeur Gervais Mendoza? Non. Pourquoi pas? Non. Parce que les premières opérations ont quand même montré leurs limites. On a vu des ministres de la République, des grands états généraux mourir en prison du fait de leur âge et des conditions de détention. Il est vrai, d'après le code de procédure pénale, que la liberté doit être la règle, la détention l'exception. Oui. Même si au quotidien nous vivons tout à fait le contraire. Quels que soient les gages que vous offrez, les magistrats sont plus enclins à vous envoyer en détention provisoire qu'à vous maintenir en liberté, quelles que soient les garanties que vous offrez. Mais il se trouve simplement que les autres, ceux qui ont précédé le professeur, à l'université, le professeur Abel Mlodi, à l'université Yaoundé 3, ils n'ont pas bénéficié de cette application. C'est une application rigoureuse de la loi. D'accord. Pourquoi pour le qui plus est, vous évoquez son âge, 73 ans. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont plus âgés, qui se retrouvent en prison, qui n'ont pas bénéficié de ces égards. Il y en a même qui sont décédés en prison, qui avaient à peu près le feu Botoangouage est décédé en prison. Merci Dominique Bassi. Je viens à vous, Jean-Bruno. Justement, pourquoi ne pas tenir compte du fait qu'il y a des gens qui ont précédé le professeur Gervais Mendoza d'un certain âge et qui sont morts parfois à cause des détentions, des conditions de détention approximatives qu'il y a de ce côté-là. On aurait pu en tirer des leçons? Le dernier en date, c'est l'ambassadeur Jérôme Mendoza qui devait avoir 76 ans. Il est décédé samedi dernier des suites de maladie. Vous savez, tout cela participe du côté ubuesque et des incongruités de l'opération Épervier jusqu'à présent. En revenant sur le cas très emblématique du professeur Gervais Mendoza, lorsqu'il est débarqué de la CRTV, il y a déjà des soupçons graves de malversation qui pèsent sur ce monsieur. Mais le chef de l'État le promeut quand même ministre délégué en charge de la communication. Exactement. Et c'est après qu'on se rend compte qu'il a volé énormément d'argent. Le contrôle supérieur de l'État rend un rapport et on le garde dans les tiroirs et à un moment donné, on le sort de manière tout à fait opportune. C'est ça qui est gênant parce que si on veut lutter contre la corruption, il faudrait que ce soit systématique. Or, Carole, en ce moment, on observe que tout ça, il y a une attitude purement politicienne et bassement
pardonnez-moi de dire ça comme ça, tacticienne dans les interpellations en ce moment. J'entends, Très oui. rapidement, je vais finir sur ce point-là. Oui. On ne lutte pas contre la corruption dans un pays où la corruption, les détournements de fonds publics ont connu une prolifération aussi cancéreuse, simplement par l'interpellation sauvage des gens qu'on a soi-même fabriqués. Ça, c'est du cannibalisme. On peut mettre les choses, c'est-à-dire que si on veut utiliser un langage médical, on peut utiliser des mesures prophylactiques, c'est-à-dire prévenir les détournements de fonds publics. On y arrive. Je À vous quoi ça suggère- sert Oui. de mettre les gens dans des conditions qui leur permettent de voler? Parce que il y a par exemple une loi, et ça c'est la responsabilité directe et personnelle du chef de l'État qui est interpellé, parce qu'il y a une loi de 1990, de 99 sur les entreprises du secteur public. Les et comptables parapublic, patents, oui. qui précise très bien qu'un manager, un directeur général est là pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois. Ça veut D'accord. dire maximum 9 ans. Or, qu'est-ce qu'on observe? Le professeur Mendoza a fait 17 ans à la CRTV. Iya Mohamed a fait beaucoup plus à Sodécoton. Humainement, à un moment donné, vous avez l'impression d'être à la tête d'un patrimoine familial. Jean Mulot, merci. D'où On y le arrive, type on de y faute de arrive. gestion, c'est attribution d'avantages indus aux membres On du y conseil arrive. Je d'administration, vous etc. remercie. Merci. On revient là-dessus. Thierry, donc vous demandiez la parole tout à Oui, l'heure. moi. Oui, Et puis, je Chantal demande- Roger, je termine Je par suis vous. heureux. Oui, je demandais la parole pour dire que c'est pas parce que c'était pour rebondir un peu par C'est ce rapport que à Dominique Dominique. Bassi a dit, Oui, oui. c'est pas parce que l'ambassadeur Jérôme Mendoza a été arrêté à 70 ans, c'est pas parce qu'on n'a pas observé la règle de procédure de détention préventive pour lui qu'on va se Observer taire. pour les autres, oui. Moi je dis, nous sommes supposés être dans un état de droit. Et il faut que le droit s'applique à tout le monde. Et c'est pas parce que certaines personnes ont, par exemple, vécu, on peut dire, des frustrations Qu'on doit les répercuter qu'on sur doit les les autres. répercuter sur les autres. Donc, D'accord. vraiment, tel que c'est conduit, tel que Épervier est conduit, l'opération est conduite, je dis, il y a des choses à redire. Et D'accord. notre Et vous travail, le redirez en deuxième partie de cette émission. Chantal Roger, on termine avec vous sur cette question. Vous semblez ne pas être d'accord avec ce que j'en C'est très important ce que je vais dire. Carole, je vais prendre 5 minutes. Je n'ai pas intervenu depuis. 3 minutes, je vous accorde 3 minutes. Parce qu'on doit aller Si vite. j'ajoute 2, vous ne me ferez pas un procès pour dire quelque chose qui est Moi, j'ai fait fondamental. exactement 2 minutes. Qu'il y a quand même une question qui est importante. Au Cameroun, qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Qui doit faire quoi? Par amusement, par nostalgie, j'ai relu le livre d'Ateba Yéné. Regardez le nombre de directeurs généraux qui viennent de la seule région du Sud. C'est criard d'injustice. Chantal Roger, ce n'est pas le Revenez, propos. vous Je ne allez voudrais voir, pas que vous stigmatisez sur une région Vous voulez ici. que j'aille à mon analyse? Non, je vais aller à mon Mais je analyse. ne voudrais pas que vous Même stigmatisez une région même si aussi vous ne en même parlez temps. pas de ça, je parle du Cameroun. Il D'accord. s'agit des faits. Et le journaliste est prouvant, M. Mendoza et Dudja et Lebo, il n'est pas de Garoua. Bien Vous sûr. comprenez? Bien Voilà. sûr, oui. Précisément parce que le directeur général de CRTV de ce moment-là n'était pas de Garoua, ni celui de Camtel. D'accord. Vous ne pouvez donc pas faire fi de ce genre de choses. C'est important quand on parle du Cameroun. C'est la répartition des rôles. On vous a Et déjà c'est compris ça parce même que vous l'aviez l'unité déjà dit dans nationale. votre première Pour développement. dire une chose qui est Oui, oui. fondamentale, c'est pour ça que je demandais un minimum de temps quand même, que est-ce qu'on commence une épuration en fin de règne? Quand j'observe ce qui s'est passé à la fin du système Aïdjo, c'était préparer le terrain à la venue d'un successeur qui devrait avoir les coups de franche. Vous voyez, je vous demandais un peu. peut-être le cas ici, vous n'est-ce étiez pas? plus jeune Oui, à oui. l'époque. Et maintenant, il y a eu les cas Moussa et Sarki Fada qui ont été bannis, exclus définitivement. Il y a eu d'autres qui ont suivi, qui ont été exclus du parti de l'UNC, qui ont été chassés de la vie politique nationale. Oui. Et quand M. Biya est arrivé, il y a eu une sorte de paix, évidemment aggravée On a balisé le chemin. après par les putschistes de 1984. Mais c'est une autre affaire. Aujourd'hui, des gens se sont fait des fortunes. Et qu'on le veuille ou pas, vous voyez, c'est important ce que je veux dire. Tout le monde vit dans un système de fin de règne. Tout le monde, peu ou prou, prépare l'après-Biya. Quelques-uns en mettant des buts dans leur propre camp, tant au RDPC que dans le gouvernement. Voyez-vous, je suis allé voir un membre du gouvernement qui est là en fonction, hein, qui m'a dit, tu perds beaucoup de temps dans des tableaux, des télévisions et tout le reste. Réserve-toi, nous avons du travail après Biya. Nous allons travailler avec toi. Tout le monde est dans ce genre de compréhension désormais de la chose. Si bien que, quand vous logez l'affaire dans ce genre d'assain,
Du coup, l'arrestation de Mendoza apparaît comme un autre coup de pied dans le camp de M. Biya pour précipiter sa fin. D'accord, merci. En quoi, je vais chuter par le sujet Vraiment que nous avons aujourd'hui, en quoi Mendoza gênait-il fondamentalement aujourd'hui? Le Cameroun n'est-il pas plus lésé de ne pas avoir un satellite aujourd'hui? Chantal va nous faire comprendre qu'on envoie des gens en prison parce qu'ils gênent, forcément. C'est-à-dire que si vous ne gênez pas... On ne vous envoie pas en prison. Sans pour autant soutenir que le professeur est déjà coupable. Il est présumé innocent. Tu es un frère et un ami Bassi. Je vais nous répondre très brièvement. Carole voulait que je chute. Pour dire que c'était une branche, c'était un chou-chapitre de ce que je soutenais. Ouais. Je soutenais qu'il y avait des purges et qu'on ne commence pas les purges en fin de règne. Je voulais chuter en disant que dans un système que le président de la République ne tient plus complètement, c'est une réalité. Est-ce qu'il aura la force d'aller au fond, d'aller à la fin de ces purges? Est-ce que les grandes fortunes, les grandes influences, les sectes, les coalitions, les complots, est-ce qu'il va pouvoir y résister avec le poids de l'âge, avec les trahisons, avec l'argent pour la guerre que les hommes ont amassé? Tous vont rendre gauche. Il me reste un seul espoir. Il me reste un seul espoir. Il a dit tous vont y passer. Tu permets, le président Biya, que j'écoute patiemment, dit que la démocratie c'est écouter l'autre. Tu veux m'écouter? Et donc il dit. Monsieur, vous avez 30 secondes et donc je voulais hein? finir, oui. Et donc je voulais finir pour dire qu'il reste un seul espoir. C'est pour ça que je pense que le destin du Cameroun est entre les mains de cet homme, M. Biya. La Constitution de la République dit que le chef de l'État, chef suprême des forces armées, patron de tout, nomme et révoque à tous les emplois civils et militaires, qu'il ne dépend de lui que pour que tout s'arrange au Cameroun. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous suggère de prendre la contribution de deux débatteurs qui sont hors de ce plateau. C'est la traditionnelle réaction croisée de la semaine. Et cette semaine, Ebel Olinga a rencontré Maître Andégué Onana et Saint-Éloi Bidoum. Ils échangent argument contre argument sur cette affaire de l'envol ou non de l'opération Épervier à la faveur de l'arrestation, la détention du professeur Gervais Mendoza. Je vous suggère de les regarder. Peut-être nous y reviendrons. Le temps pour moi de demander à Dominique Bassi peut-être de faire maintenant, comme on entre dans la deuxième partie, de faire le bilan de ces bientôt 10 ans de lancement de l'opération Épervier. Si les souvenirs sont bons, c'est entre 2004 et 2005, les premières arrestations de masse. Mais avant, avec vous, la rumeur a vite égrené la litanie des noms de dignitaires de la République qui seront bientôt convoqués au TCS. Est-ce que ces arrestations, est-ce qu'on peut dire avec ces arrestations que l'opération Épervier est effectivement relancée? Carole, je peux dire qu'il ne s'agit pas de rumeurs. D'entrée d'émission, je vous ai dit qu'il y a à peu près 3 semaines, le père a publié un texte dans lequel le procureur général près le TCS faisait au ministre de la Justice l'état des affaires dans sa juridiction. Donc, ce n'est pas une rumeur, il s'agit bien des faits. Avec un timing que vous pouvez peut-être nous donner sur ce plateau? Non, je n'ai pas de timing. Je ne suis pas dans le secret du procureur général près le TCS qui seul... Vous n'avez pas de date de convocation? Précisément le problème de l'indépendance de la justice. Pourquoi faut-il que le président du TCS prenne la décision sur le ministre de la Justice? Pourquoi lui-même doit-il la prendre chez le chef de l'État? Est-ce que c'est une décision politique? Est-ce que c'est parce que les gens ont pris l'argent du contribuable? Voilà l'amalgame Bassi. Je viens dans ton sens pour dire que oui, effectivement, le timing, est-ce qu'il est un timing innocent? D'accord, merci. Thierry, donc. Je n'avais pas terminé. Oui, terminé. Quand j'étais coupé, on m'a demandé de faire un peu le bilan de 10 années de l'opération Épervier. Tout ce qu'on peut retenir au terme de ces 10 années-là, c'est qu'il y a des premiers ministres qui ont été écroués, il y a les secrétaires généraux, il y a des milliards de DG qui ont été écroués. Bon, maintenant, si on se rappelle que le tribunal criminel spécial a été créé pour permettre aux gens de rembourser, alors moi, je ferais peut-être un constat d'échec parce que certains ont pu rembourser, n'ont pas bénéficié de l'arrêt des poursuites. Certains, effrayés par le fait que les gens remboursent et ne recourent pas à leur liberté, ou tout au moins ne voient pas les procédures s'arrêter, rechignent un peu à rembourser. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, je suis responsable de ce que je dis. Le tribunal criminel spécial est devenu un haut lieu de tractation, un haut lieu de mafia, puisque la loi peut dire vous pouvez rembourser, mais l'arrêt des poursuites n'est pas automatique. Il revient au ministre de l'arrêt des poursuites. À partir de ce moment-là, c'est la voie ouverte à toutes sortes de chantage, à toutes sortes de Merci, c'est compris. Jean-Benoît Tanier, le même exercice. Est-ce qu'il y a des choses à changer dans cette opération telle qu'elle est menée maintenant? Absolument. D'abord, il faut constater que dans l'opinion,
l'opération Épervier ne suscite plus beaucoup d'enthousiasme, ne suscite plus beaucoup d'euphorie. Oui. Parce que quand on se souvient des premières interpellations, même les journaux s'en sont tirés à bon compte. Or, aujourd'hui, mettre à la une d'un journal qu'un tel a été arrêté ne fait plus forcément vendre. Or, il y a quelques années encore, on doublait le tirage chaque fois qu'on arrêtait quelqu'un. Et vous savez, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Pourquoi c'est d'engouement? C'est justement de ça que je voudrais parler. C'est quelque chose de très intéressant et j'espère que les universitaires vont faire une étude là-dessus. Parce que dans un contexte de pauvreté généralisée, comme c'est le cas au Cameroun en ce moment, la chute d'un puissant est toujours un grand plaisir, un moment de jouissance pour le petit peuple qui voit en ces personnes-là un exutoire. Mais ce n'est plus le cas. Mais ce n'est plus le cas et c'est quelque chose de très, très dangereux. Ça signifie que politiquement, cela a échoué. Et d'entrée d'émission, je vous disais très bien qu'on a tué la dimension pédagogique qui était censée se cacher derrière l'opération Épervier. L'autre chose, quand on a créé le tribunal criminel spécial, l'objectif, c'était effectivement de recouvrer les fonds. Certes, le ministre de la Justice a fait un petit bilan dernièrement où on nous apprenait que près de 3 milliards, si je ne m'abuse, avaient été récupérés. Où sont ces 3 milliards? Si on voulait faire les choses... Attendez, si on voulait faire les choses de manière intéressante et marquer les esprits, on aurait pu ouvrir un fonds de l'opération Épervier, par exemple. Si on construit, ou alors si on apporte l'électricité à Ngambetika, en précisant très bien que c'est l'argent qu'on a pris chez X, Y et Z qui a permis de faire cette électrification de la ville de Ngambetika que je connais, qui est bien sinistrée, ce serait quelque chose de bien. Si on construit un hôpital sérieux à Bayangam, chez moi, avec l'argent de l'opération Épervier, ça marque les esprits et le public comprend très bien ce qu'on dit. Mais quand on prononce des chiffres, 3 milliards, ça ne représente rien dans l'esprit du Camerounais ordinaire. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait changer les choses. Dernière chose, Carole. Vraiment la dernière et en 20 secondes. Dernière, en quelques secondes. Je vous ai dit, il faut recommencer l'opération Épervier et il faut rendre cette opération systématique. Et je dis encore, la responsabilité personnelle et directe du chef de l'État interpellé. Je vous prends quelques institutions. Il y a la CONAC, le contrôle supérieur de l'État. Et ma préférée, c'est la Chambre des comptes. Parce que quand vous lisez les rapports de la Chambre des comptes, c'est du sérieux, c'est factuel, c'est régulièrement contradictoire, c'est soutenu, c'est du propre. Contrairement au rapport, par exemple, de la CONAC qui est très émotif, il y a celui du contrôle supérieur de l'État où on soupçonne toujours des agents stipendiés du contrôle supérieur de l'État de manipuler ce qu'ils récoltent sur le terrain. Or, dans le rapport, dans plusieurs rapports de la Chambre des comptes, les magistrats de la Chambre des comptes font un certain nombre de propositions dans le sens d'anticiper sur la corruption. Malheureusement, ces mesures ne sont pas mises en œuvre par celui qui doit le faire, c'est-à-dire le chef de l'État. On doit commencer par là et ne pas attendre qu'on ait volé pour jeter les gens en prison. Ça nous apporte fondamentalement. Alors, la réaction croisée est prête. Maintenant, on va regarder les arguments de Maître Andé Guéounana et Saint-Éloi Abidou. On vous revient juste après sur ce plateau pour la suite. Le contexte actuel est marqué par la volonté des peuples africains de s'affranchir des régimes qui s'obstinent opiniâtrement à assurer leur pérennité au pouvoir, nonobstant au mépris et en violation de l'architecture juridique. Donc cette opération de marketing politique participerait du souci de distraire le peuple. Cela me semble être suffisamment irrévérencieux à l'endroit du président de la République, dans la mesure où certains tendent à faire croire à l'opinion publique que l'interpellation de Mendezé est une réponse du président Biya par anticipation au syndrome burkinabé. Aucun argument pertinent ne plaiderait en faveur de ce que 9 ans après, de ce qu'une procédure comme celle-là puisse durer 9 ans. Le temps du justiciable n'étant pas le temps de la justice. Ça peut prendre autant de temps que cela veut, mais toujours est-il que l'infraction doit être sanctionnée. Et cela remet en cause la crédibilité et l'efficacité même de la justice camerounaise. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'efficacité de la justice est entre autres tributaire de l'indépendance des juges, de la probité des acteurs judiciaires. L'indépendance de la justice ne signifie pas que les juges sont libres de faire ce qu'ils veulent. La preuve, c'est que la loi qui crée le TCS soumet la libération, quand on a payé le corps du délit, à la décision du ministre de la Justice, qui lui-même est
le deuxième magistrat après le président de la République. Malgré tout, plusieurs éperviers, et pas des moindres, continuent à vaquer imperturbablement à leurs occupations. Et je voudrais dire que il faudrait seulement faire attention d'avoir affaire au syndrome de Stockholm. Voilà pour ce qui est de ces autres réactions. Thierry, donc, dans un commentaire, le confrère Georges-Alain Boyomo de Quotidien Mutation parle de distraction pour détourner l'attention des questions, l'attention du peuple camerounais, des questions qui fâchent, notamment de faire des comparaisons qui fleurissent entre le Burkina Faso et le Cameroun. Croyez-vous en cette thèse-là? C'est une thèse plausible, ça il faut le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, si on revient justement au bilan de l'opération Épervier, on est sur un constat d'échec. Et vous savez, les politiques, quand ils sentent qu'il y a un problème, parfois on donne au peuple du pain, du sang, quand on veut régler ou distraire effectivement. Donc je pense que ça tient comme hypothèse de travail. Mais je voudrais, sur le bilan de l'opération Épervier, je disais, c'est de façon générale, la trame, c'est un constat d'échec. J'argumente. Il y a eu des arrestations. Pendant l'opération Épervier, on a vu une justice à deux vitesses. Certains qu'on arrête 9 ans après, d'autres qu'on arrête immédiatement dès qu'il est limogé. On a vu certains qui ont pu payer et qui ont été libérés. On a vu d'autres qui ont payé. Des ministres en fonction qui ont séjourné pendant 24 heures à la prison centrale donc, de Koningui. on a vu certains qui sont sortis de là et ont retrouvé leur poste. Certains ont payé, certains ont payé, sont sortis, d'autres ont payé, sont restés en prison. On a vu certains bénéficier d'un certain nombre de commodités que d'autres n'avaient pas. Donc, c'est une opération finalement qui nous a laissé un arrière-goût d'inachevé, qui nous a laissé plus de problèmes en termes de rancœur, en termes même d'efficacité. Vous voyez, les gens continuent à voler comme depuis, comme si de rien n'était. Et vous voyez, il parle de l'aspect pédagogique. Je crois que c'est le plus grand échec de cette opération. Les gens n'ont pas compris. Ils se sont dit, ceux qui sont arrêtés ont juste mangé mal à table, ils ont été gourmands, ils ont été cupides, ils n'ont pas su se tenir à table. Or, ce n'est pas ça le fond de l'affaire. Et vous voyez très bien que les réformes n'ont pas accompagné l'opération. Le TCS est arrivé, mais tout le monde vient de relever les griefs du TCS là. Donc, de façon globale, je pense qu'il faut repenser. Je propose, parce que nous ne sommes que des forces de proposition, je propose qu'on repense l'opération Épervier, cette fois-là, en adoptant un certain nombre de postures, telles que la mise en application de l'article 66 sur la déclaration des biens, l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale sur la corruption, contre la corruption, et puis la mise en branle d'un certain nombre... Donc il faut une batterie de textes et la mise en application. Oui, il faut des réformes pour repenser l'opération. Chantal Roger, je me suis laissé dire cette semaine par quelques personnalités d'État qu'elle n'était pas très contrôlée, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent rester en fonction longtemps sans recevoir le contrôle. Est-ce que ça aurait changé quelque chose s'il y avait un marquage presque individuel de ces autorités-là qui exercent des hautes fonctions de l'État? Ça aurait déjà changé la lassitude. Monsieur Jean Philémon est au gouvernement depuis près de 30 ans, vous le savez. Il a été vice-ministre avant d'aller ambassadeur au Canada. Il est premier ministre aujourd'hui. Ça aurait arrangé certainement beaucoup de choses si monsieur Nyat Fendi avait cédé sa place. Voyez-vous, on parle des procès Mendozé, des procès Marafa, des procès Nyat, des procès tel. Il s'agit là des procès d'une certaine génération. C'est un message. Monsieur Marafa, monsieur Nyat, monsieur Motazé, pardon, pourquoi je cite Motazé? Monsieur Mendozé appartient à une génération qui n'est plus la nôtre. Est-ce que le moment n'est pas venu de tendre la main? Quelqu'un a parlé tout à l'heure au Burkina Faso, du Burkina Faso et de certains rapprochements. Et j'ai beaucoup regardé le jeune garçon à France 24 qui a dit qu'il envoie un message au président du Cameroun, au président du Gabon, au président du Congo, ainsi de suite. C'est des choses qu'il faut prendre, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Nous n'appartenons plus à un petit village. Le monde est devenu un village planétaire, un village global.
Et c'est ce que moi je l'ai dit surtout, Carole. Vraiment pour terminer, parce qu'on va passer à un autre sujet tout de suite, qui me semble important. Il m'a semblé que c'est le football. Non. Qu'est-ce que c'est que Continuez marquer, tirer sur un ballon entre deux poteaux dans un pays qui a autant de problèmes. Terminez, et donc, ça fait partie de nos problèmes en plus. Pour dire une chose, quoi, le football. Allez-y, terminez. Vous savez que ces gens ne se battent pas pour le football, mais pour l'argent du football. Pour dire une chose qui est fondamentale, qui me semble fondamentale, Carole, qui est que le moment est venu de tendre la main à d'autres générations. Il faut le dire au président de la République, le monde marche, les intérêts se déplacent. Les hommes sont comme les herbes. Quand les feuilles d'un arbre tombent, c'est pour que d'autres poussent à la place. Il ne s'agit pas de prétention. Mal an, bon an, qu'ils le veulent ou pas, qu'ils en tuent quelques-uns au passage, que quelques-uns meurent au passage, forcément le pays reviendra aux nouvelles générations. Au lieu d'en faire des ennemis, il faut commencer à préparer ces générations. D'accord, merci. Évidemment que l'arrestation de Mendoza peut apparaître comme une certaine distraction pour faire oublier le cas burkinabé, mais il y a désormais les réseaux sociaux, il y a désormais l'arrogance de ceux qui prennent et qui au quotidien côtoient les gens. Ils parlent de la paix. Carole, la paix est une notion tridimensionnelle, la paix des individus. Est-ce que tu es en paix, Thierry? Non. Non. Est-ce que entre tes rapports et ceux d'un ministre, tu serais en paix? Non, parce que c'est des replis, des rapports conflictuels. C'est les rapports de quelqu'un qui sait que le ministre vit avec son argent, qu'on connaît le salaire d'un ministre et que son rythme de vie n'est pas égal au salaire qu'il a, que tout le monde connaît. Et donc, s'il était la paix entre les sociétés. Est-ce que le Cameroun est en paix aujourd'hui, lui, en guerre avec le Nigeria, en guerre avec Boko Haram, presque en guerre avec la Centrafrique? Non. Au total, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'économie. Est-ce que l'arrestation du seul Mendoza peut faire oublier? Moi, je m'en fous. D'accord, merci beaucoup. Au lieu des lions indomptables qui me semblent une distraction. Je vous retire la parole. Vous avez déjà parlé assez pour terminer sur ce sujet. Alors, on va terminer avec vous, Jean-Bruno Tagné, sur ce sujet. Le quotidien Émergence a demandé cette semaine à Paul Biya de mettre un terme à ces arrestations spectaculaires et même à l'opération Épervier en elle-même. Est-ce que vous formulerez la même demande? Non. Non, parce qu'il faudrait qu'on se comprenne très bien. Oui. Les détournements de fonds publics ont fait beaucoup de mal à ce pays et continuent de faire beaucoup de mal. Notre problème est au niveau de la manière de mener cette lutte. Si elle continue de se dérouler à tête chercheuse, cela risque d'entraîner une crise de système. Très rapidement, Carole, parce que vous avez faites 30 des grands signes. Oui, il faut terminer. Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Parce qu'ailleurs, ce genre d'interpellation un peu n'importe comment entraînerait une crise de système. Puisqu'en ce moment, personne n'est à l'abri autour du président Paul Biya. On annonce pour mardi un de ses collaborateurs, principaux collaborateurs avec qui il est de tous les voyages, au tribunal criminel spécial. Peut-être c'est la descente aux enfers qui a commencé. Et tous les autres ne sont pas à l'abri. Mais malheureusement, ils croient qu'ils sont à l'abri jusqu'au moment où ils sont directement interpellés. Ça signifie qu'ailleurs, les gens se seraient ligués pour dire non mais attention, on ne peut pas vivre éternellement dans l'angoisse d'une probable interpellation. Oui. Or, aujourd'hui, je ne sais pas avec quoi le président Paul Biya les tient, mais il les tient d'une manière extraordinaire. Parce que si aujourd'hui, attendez, je veux finir. Aujourd'hui, là, ils sont capables. Ils sont capables. Attendez, très rapidement, ils sont capables, que ce soit les prisonniers de Kondengui ou ceux du CED, de signer des motions de soutien au chef de l'État malgré leur incarcération. Souvenez-vous très rapidement. Souvenez-vous très rapidement. Est-ce que l'épervier, c'était le meilleur oiseau? Est-ce que c'était le meilleur oiseau? Là, c'est la forme. Attendez, très rapidement. Je me souviens d'une interview que le baron de la Vallée, Emmanuel Gérard Ondondon, a accordé au quotidien L'Actu. De la Vallée. A accordé au quotidien L'Actu. Quand j'ai vu à la une de L'Actu, il y a quelques années, ça doit faire 3 ans, interview de Emmanuel Gérard Ondondon depuis sa prison, je me suis dit, tiens, en voilà un qui en a et qui a décidé il va nous dire des choses. De ne pas mourir sans déchirer au moins la couverture, comme on dit. Mais j'ai failli avoir le souffle coupé quand j'ai vu Emmanuel Gérard Ondondon, à qui on a donné 50 ans de prison, remercier le chef de l'État pour ses conditions de détention. D'accord, merci. Merci, monsieur. Allez, on termine sur cette question. On a dit ce qu'on avait à dire sur cette opération Épervier. Ceux qui doivent écouter vous ont sans doute écouté. Et on verra dans les jours à venir si cela changera quelque chose. On parle maintenant d'une autre affaire, des nouvelles affaires africaines qui cristallisent les attentions à Libreville, pas loin de nous donc, et ça nous intéresse. C'est le dernier livre de Pierre Péan qui parle des mensonges et des pillages au Gabon. Dominique Bassi, est-ce que vous avez lu le livre?
Bien sûr, je l'ai lu. Quel résumé vous en faites pour vos téléspectateurs? J'ai fait une autre lecture dans le repère de cette semaine. Qu'est-ce que vous retenez de ce livre en 30 secondes? En 30 secondes, une note de lecture il serait difficile de résumer un livre de plus de centaines de pages en 30 secondes. Bon, ce que je veux dire simplement et qui suscite la controverse au Gabon, c'est que nous avons connu, moi précisément, Pierre Péan jusque-là comme une légende du journal d'investigation. Nous l'avons connu comme un auteur qui avait du crédit, qui était capable d'écrire un livre bien accueilli par la critique, qui était capable d'écrire un livre de très bonne facture. Mais lorsque vous revisitez l'œuvre entière de Pierre Péan, qui est quand même riche d'une trentaine d'ouvrages, vous vous rendez à l'évidence donc que ce Pierre Péan, autant il est capable d'écrire un best-seller, autant il peut mettre sa plume au service des amitiés, il peut mettre sa plume au service des inimitiés et surtout qu'il peut mettre sa plume pour régler... Dans le cas précis, c'est une amitié ou une inimitié? C'est l'inimitié, je parlais même davantage d'un règlement de compte. Parce que, avec qui? Le compte avec qui? Non, laissez-moi, c'est important ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que pour la gouverne de ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu la chance de lire cet ouvrage, il s'agit de quoi? Parce que le livre de Pierre Péan aurait pu tranquillement s'appeler Affaires gabonaises. Parce que c'était un réchauffé qu'il avait déjà en 83. Et c'est un sous-titre, mensonge et pillage au Gabon. Et là-dedans, il s'intéresse uniquement à la famille Bongo. Pas encore qu'il ait produit un livre uniquement à charge. Mais il se trouve simplement que M. Péan est également capable de traverser les faits, de les dénaturer, de les tronquer. M. Péan, oui, permettez-moi de citer. C'est un paragraphe ou c'est un passage. Parce qu'on va en parler longuement, donc je ne voudrais pas que vous monopolisiez la parole. Je voudrais laisser le soin aux autres de dire un mot là-dessus. On reviendra en fond dans le livre de Dominique Bassi. D'accord, je ne vais pas parler comme celui qui monopolise la parole. Je vous suggère aussi, messieurs, de respecter la même procédure puisque l'affaire est pendante maintenant devant le tribunal de grande instance de Paris. Le gouvernement gabonais a déposé une plainte en diffamation, donc contre Pierre Péan. On va respecter les mêmes règles qui concernent les procédures pendantes. Alors, Jean-Bruno Tagné, vous êtes journaliste, écrivain. L'un des reproches qui est fait à Pierre Péan depuis que ce livre est paru, c'est de citer des coupures de journaux réputés proches de l'opposition gabonaise et même des rumeurs. Est-ce que cela enlève du crédit à son récit? J'ai lu l'ouvrage de Pierre Péan parce que c'est un auteur que j'aimais bien jusqu'à présent. Moi, j'ai lu son premier livre du même titre, Affaires africaines. Oui. Je l'ai lu à l'époque, je n'étais pas encore journaliste. Et donc, c'est un livre qui fascine parce que dans son style rédactionnel, il emprunte beaucoup au polar. C'est vraiment très intéressant à lire. C'est très séquencé, c'est très cadencé. Et j'ai lu son autre livre, Affaires africaines. J'ai lu La République des Mallettes. Oui. Mais ce que je constate, c'est que M. Péan a une manière un peu trop légère d'aborder les sujets chaque fois qu'il s'agit de l'Afrique. Parce que quand on lit un livre d'un enquêteur, d'un journaliste d'investigation, on attend de la démonstration. Oui. On attend de la démonstration. Que vous n'avez pas vu dans moi, j'ai vu beaucoup de fantasmes dans son livre. C'est-à-dire qu'il fait des affirmations et demande maintenant aux gens qui sont accusés de se défendre. Par exemple, moi, j'ai écouté une interview surréaliste sur RFI de M. Péan, dans laquelle il demande que le président Ali Bongo et sa maman présumée, Patience Dabani, fassent un test ADN. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que si on nous demande à nous tous qui sommes ici de commencer à faire des tests ADN pour prouver que nous sommes les enfants de qui nous sommes, alors là, ça devient très, très compliqué. Non, je pense que ça manque de sérieux. S'il écrivait de la même manière sur la politique française, il se ferait tuer par la critique, il se ferait massacrer par ses confrères. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il se comporte un peu en Afrique comme en terrain conquis, on peut dire n'importe quoi. D'accord. Thierry, donc, notre souci, cette fois, c'est les sources d'information. Jean-Bruno l'a dit tout à l'heure, c'est que les sources d'information se sont exprimées beaucoup plus en off. Pierre Péan le dit aussi en relayant un certain nombre d'informations, dont il s'excuse un peu. Comment est-ce qu'on peut faire confiance seulement à l'auteur dans ces cas-là? Surtout que les faits qui sont évoqués ici sont très graves. On parle d'assassinat, on parle d'empoisonnement, on parle de plein de choses dans ce roman. Ce livre, pardon. Merci. Mais il faut déjà peut-être dire à nos téléspectateurs de quoi il retourne dans le livre. Oui. En fait, c'est un livre qui accuse de façon globale M. Ali Bongo Ondimba. C'est-à-dire, tout dans ce livre va contre le président Ali Bongo Ondimba. D'abord, on dit qu'il n'est pas
gabonais. Ensuite, on l'accuse d'avoir empoisonné un certain nombre de personnalités, dont son propre père. Et par ailleurs, on dit qu'il a truqué les élections. Donc voilà, c'est un tissu d'affirmations contestables et contestées qui sont véhiculées dans cet ouvrage. Vous comprenez peut-être maintenant, qu'un journaliste puisse écrire comme ça, non? Non, je ne comprends pas. Vous me parliez de sources. Oui. Le premier problème de ce livre, parlons de sources, c'est que les personnes citées sont mortes déjà. C'est-à-dire, il est difficile de nos jours. Il y a notamment deux chefs d'État nigérians. Oui, Obasanjo Sani Abacha et Ibrahim Babangida. Et quelques anciens barbares français. La plupart de ces personnes sont mortes. Donc, il est difficile maintenant d'avoir la contradiction. Donc, c'est très facile de dire. Deuxième chose, les sources, au-delà de celles qui sont identifiables et qui parlent en offre et qui sont mortes et dont on ne peut pas faire les opérations de vérification, de critique de sources. Deuxième chose, vous verrez bien que ces sources, c'est des journaux de rue, des journaux à Libreville. Et ces journaux reprennent quoi? C'est la chronique mondaine que tout le monde connaît. Moi j'ai été à Libreville pendant de longs mois. Tout le monde raconte la même histoire. Oui. Alors, pour finir, on se demande quel a été finalement le travail du journaliste dans l'affaire. Puisque tout le monde peut prendre des coupures de journaux. Ensemble, non, tout le monde peut prendre des coupures de journaux et les mettre dans un document, faire parler des sources qui sont mortes en sachant très bien qu'on ne sera jamais contredit et mettre ça dans le livre. Donc, voilà toute la problématique du travail de M. Péan qui pose quand même un problème. Parce qu'il y a une escroquerie sur la marchandise. Ça, il faut le dire. Je reviendrai à vous. On ne va pas garder la parole longtemps. Chantal Roger-Tulé, je voudrais aborder avec vous le traitement fait par la nouvelle expression de vendredi dernier de cette affaire qui affirme que la présidence gabonaise considère le livre de Pierre Péan comme une compilation d'accusations graves basées sur des rumeurs. C'est une réaction normale de la présidence gabonaise. Cela est compréhensible. J'ai seulement froid dans le dos quand j'entends des journalistes dire que parce que M. Péan a cité les journaux qui paraissent à Libreville, c'est un ramassis de faits divers, alors même que c'est des directeurs de publication. Est-ce que, monsieur, dans ce que vous publiez, c'est un ramassis de faits divers? Est-ce que si je prends votre dossier, notamment sur l'immobilier, vous m'avez promis d'ailleurs des documents dessus, sur l'immobilier, ce sera un ramassis? Monsieur Péan, s'il avait écrit un beau livre sur M. Bongo, disant qu'il est beau, fort et gabonais de père et de mère, aurait été salué. Oui. Au Cameroun, il y a une dame qui est devenue célèbre, qui a sorti un joli livre sur le président Biya, on l'a salué. Un autre livre est sorti qui disait que le président Biya n'était pas aussi joli, a été violemment critiqué. C'est une coutume normale. Ce monsieur Ali Bongo, vous aimez beaucoup Libreville, vous savez que les poubelles ne sont pas enlevées à Libreville depuis au moins 6 mois maintenant. Vous savez que les enseignants sont en grève depuis 3 mois. Vous savez qu'un opposant vient d'être empoisonné. Vous savez que M. Jean Ping est interdit de séjour à Libreville. En réalité, c'est une ambiance d'avant-élection. Les candidats ont commencé à s'agiter les uns comme les autres. Et M. Péan, notez-le, appartient à la droite française. Cela peut s'agir de la réaction d'une certaine droite en France. C'est donc un livre qu'il faut lire avec des lunettes d'intellectuel pour dire pourquoi ce livre sort maintenant, pourquoi l'a-t-on laissé sortir, alors même qu'on sait que les relations entre la France et le Gabon sont des relations privilégiées. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est très important à dire. Et on termine là-dessus. Oui, il y a des origines douteuses qu'on a attribuées à M. Ali Bongo Ndimba. Il serait bien frais, il est bien frais. Ça, c'est un débat. Mais M. Sarkozy en France s'est avéré un président, si on oublie quelques phrases, pugnace, performant, efficace. Je parle d'économie, je parle de la gestion du chômage à son époque. Et naturalisé français. Oui, son père est hongrois, hein. Oui. Je crois qu'il est vivant toujours. Oui. Hein, Manuel Valls, qui fait des résultats aujourd'hui, espagnol, sa sœur habite à Madrid. Ouais. Vous comprenez? Mais cela pose le problème des rapports de nous autres. Jeunes intellectuels africains, intellectuels entre guillemets pour ce qui me concerne, jeunes intellectuels africains avec les milieux de la politique française. D'accord. On va continuer. Je voulais finir, Carole. Oui, vraiment. Cessons de gloser sur ce que la France dit, sur ce que la France fait, sur ce que la France est. La France, c'est la 5e puissance militaire du monde. La France, c'est le patron du précaré français.
Il faut chercher un moyen de contourner la puissance de la France. D'accord. On ne peut pas l'affronter en face. Monsieur Gbagbo et monsieur Kadhafi le savent en suffisant. C'est compris. Jean Bilotagne, vous demandiez la parole avant d'arriver à Dominique Bassi. Vous allez répondre. Comment comprendre qu'en 2011, à la télévision gabonaise, selon le porte-parole d'Ali Bongo, Pierre Péan affirmait qu'Ali Bongo était à sa connaissance le seul chef d'État africain à avoir été élu sans bourrer les urnes. Et maintenant, dans son livre, en 2014, il dit exactement le contraire. Comment est-ce qu'on Oui, ça c'est quand même des choses qui interpellent et qui n'enlèvent rien à la qualité de journaliste de Pierre Péan. Quand on parle des journalistes d'investigation en France, qu'on le veuille ou non, Pierre Péan, il est cité parmi les plus célèbres. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de scandales autour de son ouvrage dont nous parlons. C'est que Nouvelles affaires africaines. Oui. En fait, il y a une enquête de Mediapart qui a démontré que monsieur un certain Ziad Takedine et puis un homme d'affaires sénégalais, Farambo, avait rencontré Pierre Péan, avait rencontré les autorités gabonaises pour leur demander 10 millions d'euros à remettre à Pierre Péan pour que son livre soit jeté dans la poubelle et qu'il ne sorte jamais. Voilà. Maintenant, ça, il a démenti. Mais ce qu'il ne dément pas, par contre, c'est qu'il a effectivement demandé aux autorités gabonaises de recruter, de donner un emploi à un ami à lui. Sur le plan éthique, ça pose un problème parce que un journaliste, un enquêteur de ce niveau-là n'a pas à demander des avantages à des personnes sur qui il est en train d'écrire un ouvrage. Ça devient une espèce de chantage. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de doutes sur la crédibilité de l'ouvrage de M. Péan. Et vous aussi, vous émettez des doutes, Dominique Bassi, j'émets de sérieux doutes. Quand on parle de ragots, nous nous appuyons sur des faits qu'on peut puiser dans le livre de M. Péan, Nouvelles affaires africaines. Oui. Je vais citer quelques ragots qu'il rapporte lui-même dans son livre. Vous avez ici, il écrit, je le cite, « La rumeur attribue 3 tentatives de coup d'État à Ali Bongo. » C'est lui-même qui l'écrit. Je ferme les guillemets. Plus loin, parlant, abordant... Il dit que la rumeur... Il relaie la rumeur. D'ailleurs, la rumeur, c'est la dimension informelle de l'information en sociologie politique. S'il vous plaît. En quoi a-t-il relayé un ragot s'il dit que la rumeur... Il me semble que c'est moi qui ai la parole en ce moment. Terminez, Dominique Bassi. Quand il aborde je ne sais pas pourquoi, les rapports entre Mohamed VI du Maroc et Ali Bongo font irruption dans son livre, mais abordant leur relation qui est une relation de longue durée, voici ce qu'il écrit. « J'ai bien conscience que ces faits disparates, les uns établis, les autres supposés, ne suffisent pas à expliquer la proximité entre M6, Abo et son entourage. » Il reconnaît que les faits sont disparates, ils sont supposés, mais il les relaie quand même en tant que journaliste. C'est très grave. Si je reviens un peu à ce que Jean Bruno vient de dire, il a beau démentir, il y a des traces qui montrent bien qu'il a essayé de faire chanter le pouvoir gabonais. Notamment des emails. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, vous prenez du temps à expliquer, vous parlez. Permettez-moi de lire ce qu'il écrit, un mail qu'il envoie à un conseiller dans son livre. Je continue mon enquête malgré certaines rumeurs et suis toujours disposé à vous voir. Je n'ai pas l'habitude d'être traité de façon aussi cavalière. Vous avez cherché à me voir, j'ai accepté. Depuis bientôt 4 mois, vous avez annulé successivement 3 rendez-vous, dont le dernier sans m'avoir prévenu. J'en conclus que pour des raisons qui sont les vôtres, vous n'avez plus envie de me voir. Parce qu'il voulait recouper l'information peut-être. L'information, c'est une pratique journalistique. Il n'a pas besoin de rencontrer. Il n'a pas besoin de rencontrer. Puisque dans son livre, c'est un acteur, il faut déjà le dire. Depuis 64. C'est un acteur du livre, on le dit bien. Non, c'est un acteur de la vie au Gabon. Depuis 64. Il a fait son service militaire. Il connaît très bien le Gabon. Il connaît bien le Gabon. Tout ce qu'il peut dire sur le Gabon. Il a rencontré certains opposants. D'ailleurs, son livre n'est que la voix de cette opposition-là, parce qu'il a suffi que son livre... D'accord. Merci, on termine là-dessus. Je vais donner la parole à Thierry Gomis. Journaliste, hein. C'est-à-dire, Mbassi, je peux 2 phrases. Deux phrases pour éclairer nos téléspectateurs. Monsieur Takedine, oui, 1 minute. Monsieur Takedine, dont on parle, il y a 4 jours,
M. Ali Bongo a reconnu connaître M. Takedine. A dit que c'est M. Takedine, avec qui il est en commerce depuis plusieurs années, qui lui a amené Jean Ping, ou qu'on propose Jean Ping comme secrétaire général à l'OUA. C'est M. Bongo qui traite avec M. Takedine. D'accord. C'est donc une histoire d'aucun copain. Vous parlez de Bongo. Ali Bongo Ondimba. C'est Omar Bongo, je suis désolé, c'est Omar Bongo. Je parle de Alain parce qu'il s'appelle Alain Bongo. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Attendez, je vous en prie. Bien sûr, et qui Omar Bongo, je vous retire la parole et je la donne à Vous voulez m'écouter? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Gabon cherche un secrétaire général, un candidat. Et M. Ali Bongo est alors travaillant au palais comme conseiller de son père aux affaires africaines. C'est ce que lui-même a expliqué à la télévision gabonaise dimanche, à une émission qui est Écho du Palais. Et en concertation avec ses collaborateurs, il va en France rencontrer M. Takedine qui prend contact avec M. Jean Ping. Avec qui il a un entretien et il reçoit M. Jean Ping à Libreville. Et il va présenter M. Jean Ping à son père entre guillemets, Omar Bongo, qui donc entérine la candidature et monsieur le dépassé. Que monsieur Takedine est une vieille connaissance de monsieur Ondimba, qui sont en commerce depuis plusieurs années et que lui-même l'a reconnu. Et quand vous êtes à quelques distances près, la voix à peine cachée de monsieur Ali Bongo. D'accord, merci monsieur. Chacun assume ses opinions sur ce plateau. Alors je donne la parole à Thierry, parce qu'il a été interpellé tout à l'heure en parlant de rumeurs et de tout ce qui est relayé dans c'est mal défendu, hein. Je vous permets de répondre là-dessus, s'il vous plaît. Ce serait lui que je vous paierai pas. S'il vous plaît, Chantal Roger-Tulé. Allons-y. Alors, avec Chantal tout à l'heure, j'ai été interpellé sur la rumeur. Les coupures de journaux. Allons-y, monsieur. On va avancer dans le débat, on fait vite, oui. Vous savez, le livre de Pierre, oui. Mais tenons. Vous me permettez de répondre, s'il vous plaît. La paix d'opposition, c'est comme ça. Vous voyez, s'il vous plaît, monsieur. Le problème. On continue. Au pouvoir demain. C'est lui qui a écrit que la paix d'opposition. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient dans l'opposition. Alors vous perdez du temps en vous envoyant comme ça parce qu'il faut terminer. Bon, je voulais dire parce que ce débat, je voudrais dire parce que ce débat est suivi à Libreville. Je n'ai pas la prétention de faire la leçon à nos confrères qui sont sur la place librévilloise. Donc, mon intention n'était pas de leur jeter la pierre, contre ces gens-là. Oui. L'idée, c'était de dire que un journaliste d'investigation, quand il a donc ses coupures de journaux, il ne s'arrête pas à ça. Il doit aller au-delà. C'est pour cela que je parle d'escroquerie sur la marchandise. Parce que vous voyez bien, dans cet ouvrage, on indexe Madame Dabani. Elle est à Libreville. Il y a des coupures de journaux qui indexent madame, mais en tant que journaliste d'investigation, vous pouvez aller voir cette dame, lui donner la parole. C'était ça mon problème. Maintenant, je suis d'accord avec Marie-Chantal Tuélé sur Chantal Roger. Avec Chantal, je m'excuse, sur plusieurs choses. Oui. D'abord, ce livre, il ne faut pas le lire au premier degré. Oui. Pourquoi maintenant? Première chose. Oui. Deuxième chose, le monsieur qui écrit aujourd'hui contre Bongo fils a mangé dans la main de Bongo père. Et ça, il faut le dire. Et c'est d'ailleurs un réchauffé, mais dans le mauvais sens. Ce monsieur, comme vous dites très bien, aujourd'hui, quand vous voyez très bien la sortie de... on est à la présidentielle, c'est en 2016. Sa sortie aujourd'hui peut nous laisser spéculer. Est-ce que la France n'est pas derrière? Parce que vous savez très bien, le problème que Bongo a aujourd'hui, il a ouvert le Gabon à d'autres influences. L'Asie, l'Afrique du Nord, le Golfe Persique. Et je suis sûr que ce n'est pas pour plaire... Non, je n'ai pas dit que c'est... Mais je suis sûr que ça ne plaît pas à monsieur, aux Français. On sait très bien qu'ils sont dans leur précaré. Le Cameroun a eu d'autres influences coloniales, ce qui est différent de la France et du Gabon. Et vous comprenez très bien qu'en ouvrant à d'autres influences, ça fait des inimitiés. Ça fait fatalement des inimitiés et ça peut être un avertissement qu'on lui lance. Mais j'espère qu'il aura suffisamment... Moi, je viens à vous tout de suite avec une question. Alors, Ali Bongo doit-il être jugé sur son bilan ou sur sa filiation ou alors d'autres faits survenus dans le passé? Je n'ai pas souvenance qu'ailleurs dans le monde, on juge les chefs d'État sur leur filiation, mais bien sur leur action. Oui. Et de ce point de vue,
quitte à irriter encore Chantal Roger Tulé. Il va répondre, ne vous en oui, faites quitte pas. à l'irriter. C'est très bien tout ce qui s'est passé depuis qu'Ali Bongo Non, est là, j'imagine. depuis, moi je vais avouer que... Monsieur, avançons dans le débat, s'il vous plaît. Je vais confesser ici que ce jeune chef d'État, jeune parce qu'il est au pouvoir depuis seulement... Jeune chef d'État, je ne pas un chef d'État jeune. Un jeune chef d'État, il n'est au pouvoir que depuis 2009. Oui. Mais il a réalisé des choses que d'aucuns n'ont pas pu en 30 ans. En 35 ans. Notamment, c'est des faits. D'accord. C'est des faits. Tout journaliste peut aller effectuer des reportages. D'accord. Et donc, ce n'est que de ce qu'on peut juger un chef d'État. Et puis, lui qui pense que je suis le porte-voix, je ne suis pas le porte-voix. Si on veut s'inscrire dans la logique de cette campagne qui arrive là, et d'ailleurs, Oui. Pierre Péan, dans le pilote de son livre, il reconnaît que c'est les motivations. Parce que vous me permettez toujours, parce que n'oublions pas que les gens n'ont pas lu. D'accord. Et donc nous devons je leur vais servir citer des avec faits. vous parce Oui, qu'il dit, il le dit, père écrit que la ce- campagne présidentielle est donc déjà ouverte et s'annonce rude. La situation chaotique du pays risque-t-elle de devenir institutionnelle? La prochaine élection sera-t-elle truquée comme de coutume au Gabon? Quelle sera la position de la France qui demeure une pièce maîtresse dans le jeu gabonais? C'est des interrogations qui clôturent le livre de Pierre Péan. et qui dévoilent les vraies motivations qui ont animé... vous avez l'air de me Oui, couper, merci, Carole. allez-y. À peine, Je ne vous ai pas encore coupé. Les motivations de Pierre Péan, Oui. nous n'avons qu'à voir que à peine ce livre paru, Oui. l'opposition a récupéré ce livre-là pour commencer à s'agiter. Oui. À s'agiter. Ça veut dire que c'est un agenda. C'est un agenda Oui, de concert. Monsieur Péan semble être, en tout cas, qu'il est en mission. Et l'opposition, parce que dans son livre également, il reprend les thèses nourries par Jean Pin. D'accord. Il reprend tout à fait les thèses de Jean Pin. Or, il n'a jamais cru devoir donner la parole. Oui, donc un livre uniquement à charge et qui plus est, qui se nourrit de contre-vérité, qui se nourrit de rumeurs. Merci. Non, à Jean-Bruno d'abord, parce qu'il n'a pas encore parlé sur ce plateau. Jean-Bruno Tagné, le Gabon semble se porter très bien, on le dit, c'est le premier pays d'Afrique centrale au classement Green Business, l'émergence 2020 est bien annoncée. Les craintes d'une détérioration du climat politique après la mort de Bambogo ont été jugulées. Est-ce que vous qui connaissez un peu le Gabon, pensez-vous que d'autres sujets préoccupent le Gabon, les Gabonais, notamment l'affiliation de leur président? Bon, d'abord, je ne connais pas très bien le Gabon. J'y suis allé en 2009 pour les raisons de football à l'époque. Donc, il serait un peu prétentieux de ma part de dire que je... Mais vous observez la scène politique? Mais j'observe un tout petit peu la scène politique gabonaise. Je pense que la question de l'affiliation du président de la République n'est pas anodine. C'est simplement parce qu'il semble que les lois de ce pays-là voudrait que le président de la République soit un Gabonais de souche. Mais c'est avec les mêmes lois qu'on l'a élu, voilà. L'article 10 de la Constitution. Oui, attendez. Donc c'est pour vous montrer que qui n'a pas été changé ces derniers temps. C'est pour donc vous montrer que la question de ses origines n'est pas anodine. Maintenant, est-ce qu'il est établi qu'il serait un enfant adopté lors de la guerre du Biafra? Là est toute la question. Or, pour ce que j'ai pu voir dans le livre, l'auteur ne m'a pas fait une démonstration qui me permette de l'affirmer sur ce plateau. Ça, c'est mon seul problème. Je suis dans la démarche. Et l'autre chose, c'est que en écoutant M. Péan dans une interview sur Radio France Internationale, il ne m'a pas convaincu davantage parce que il fait des affirmations, mais renvoie les lecteurs, renvoie ses interlocuteurs à Ali Bongo et à sa mère présumée pour qu'ils fassent des tests ADN pour prouver qu'effectivement l'un est la mère de l'autre. Je pense que ça ne fait pas sérieux. Il aurait pu nous apporter des preuves beaucoup plus crédibles que cela, mais la question se pose parce que c'est très important, puisque moi j'ai vu certains opposants gabonais commencer à parler du président Bongo comme d'un imposteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas gabonais et qui a pris la place d'un Gabonais. Donc c'est un sujet qui, qu'on le veuille ou non, va ressurgir pendant les prochaines élections. Mais le problème, ce sera effectivement d'apporter la preuve. Parce que, un mot pour finir là-dessus, en matière de filiation et en matière de droit de la famille, le père de l'enfant est le mari de sa mère. Voilà, conclu. Voilà. Chantal, au lieu de une minute vraiment. On va finir là-dessus. Elle est passée la minute. Non, et puis je vais revenir à Dominique Bassi. Alors. Non, sérieusement, moi je pense que. Est-ce que l'une des solutions, je viens à vous par une question. Sur Bongo, oui. Il y avait un seul mot, un seul slogan. On disait Gabonais d'abord, n'est-ce pas? On disait Gabonais d'abord.
Et M. Ali Bongo a vécu là, avec ça, Gabonais d'abord. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Le Gabon, c'est maximum 700 000 habitants. Carole, je vous défie, vous qui êtes du Cameroun et de l'ouest de la République, d'aller revendiquer la mairie d'Obala. Moi, j'étais candidat à la mairie de Biémassi, je suis de l'Est du Cameroun. Et je me suis fait dire par un candidat RDPC, mais va à l'Ouest, là-bas chez vous, parce qu'il m'appelait Ntuile, alors que je m'appelle Tuile et je suis de l'Est de la République. Voyez ce que ça fait au Cameroun. Et je vous défie d'accepter un candidat tchadien au Cameroun comme chef de l'État. Vous allez voir ce que ça va faire ici, comme Boukam. Et voyez ce que vivent les Gabonais. Non, pour rentrer à quelque chose de fondamental, en économie, les chiffres sont clairs. Il faut que quand on envoie... Entre guillemets, je n'ai pas dit ça de M. Mbassi qui me semblait sympathique. Quand on envoie quelqu'un défendre une cause aussi importante que celle du chef de l'État, on choisit de bons avocats. Il ne me semble pas que ce soit les bons qu'on a choisis pour la circonstance aujourd'hui. L'économie n'est pas bonne. Nous sommes en taux de croissance de moins 0,2 si on compare au 5, qu'il y avait sur le président Bongo à sa mort. De quelle économie vous parlez? À sa mort. L'économie gabonaise? De quelle économie? Je parle du bois, je parle du pétrole, du Gabon. Je parle du bois, je parle du pétrole. Aussi, non? On ne cherche pas à savoir. Écoutez, Carole, je peux parler. Vous parlez de ça dont vous n'avez pas connaissance. Vous parlez de l'économie d'un pays que vous ne connaissez pas. Moi, je vous parle. Dominique Bassi, il a 30 secondes pour moi, je vous parle. Monsieur Tulle véhicule et compte vérifier. Voyez comment c'est difficile de défendre l'indéfendable. Alors, je parle de l'économie qui est en panne. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Tulle? Je parle de la société gabonaise qui est en pièces détachées. Mais le Gabon est quand même premier pays sur le rapport du business que je voyez, tout à l'heure en Afrique. vous savez ce qu'on fait des Cameroun business, je ne sais pas quoi, on les achète. Vous avez vu Transparency, je ne sais pas quoi, des avocats, des gens présumés sérieux, amener un prix de la paix, le décerner à Paul Biya qui était en pleine guerre avec Boko Haram, qui venait déclarer la guerre à Boko Haram à Paris. Vous prenez des choses comme ça au sérieux, vous? Vous ne savez pas qu'on achète des choses comme ça? Moi, je veux rentrer sur une chose sérieuse pour dire que le Gabon va aux élections. Et nous ne savons pas les choses sérieuses, et tout le temps, le Gabon va aux sérieuses. élections. D'accord. Qu'il faut être sérieux avec le destin d'un peuple et d'un pays aussi proche du Cameroun. Les noms sont pratiquement les mêmes, les coutumes également. Oui. S'il y a des éclats au Gabon, ces réfugiés viendront au Cameroun comme c'est le cas avec la Centrafrique. Au Gabon, ça ne va pas bien. Si ça allait bien, on le saurait. Sous le père Bongo, qu'on appelait le fouettard, il y avait des petits écarts, mais l'économie se portait. Bon, non. D'accord, merci, c'est compris. Chez M. Bongo, c'est tant bien que mal. En réalité, plus mal qu'à bien. S'il vous plaît, une minute, on va terminer avec ça. Je sors peut-être de mon rôle en vous. Allez-y. En vous concernant désormais. Vous prenez du temps. Oui. Vous prenez du des temps. Des invités un peu plus sérieux. Monsieur, tu ne pas les choses dont tu n'as pas connaissance. D'accord, merci. Et là, il bâtit un peu son argumentaire sur le rôle de Pierre, c'est-à-dire les ragots, on dit, parce qu'il ne connaît pas l'économie, il parle de moins 1%, il ne s'agit pas de ça. S'il prenait au moins la peine de... moins 0. Non, vous n'avez rien expliqué. Si vous prenez au moins la peine de lire ce que la Banque mondiale, le FMI, produit sur l'économie de l'Afrique centrale, vous ne direz pas ça. D'accord. Il n'est pas maître. Allons-y, terminons. Oui, pour me résumer, finalement, je dis... je ne suis pas le porte-parole. Si. Je ne suis pas le... Vous me laissez aller jusqu'au bout de ma logique. Oui. Je ne suis le porte-parole de personne. Oui. Je suis simplement outré par quelqu'un pour qui j'avais de l'admiration en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, qui nous serve un livre aussi léger. Un monsieur qui, comme témoin de son histoire des morts, un monsieur qui s'appuie sur des ragots, un monsieur... Un monsieur... Je parle des choses des opposants. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas les affaires des opposants. Un monsieur... Oui. Tout montre à la fin qu'il a essayé de faire un peu de chantage. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, parce que lui-même, il le reconnaît, que son livre n'était pas à l'ordre du jour. Il écrivait plutôt sur un livre apparaître sur un autre pays, apparaître en 2015. C'est alors qu'il s'est rappelé qu'il enquête depuis 52 ans sur le Gabon. Et rapidement, il a ramassé des coupures de journaux, il a réuni des ragots et puis il nous a servi ce qui me semble être aujourd'hui une tromperie sur la marchandise. C'est bien compris. Thierry, donc je termine avec vous sur cette question. Est-ce que l'une des solutions ne pourrait pas être que l'histoire de l'Afrique soit écrite par les Africains eux-mêmes? Peut-être on comprendrait mieux et on ne pressentirait ça pas comme de l'immixtion dans nos affaires personnelles. Vous touchez la question de fond parce que, à vrai dire, quand vous regardez le débat autour de l'affiliation et autres, je dis toujours, nous ne devons pas être dupes. Nous ne devons pas céder le flanc à un agenda que les Occidentaux nous imposent. Parce que là, nous discutons d'un livre et de l'affiliation de M. Ali Bongo à la veille de la prochaine présidentielle. Ça, c'est un agenda que l'Occident nous impose. Pourtant,
il faut bien que et nos dirigeants et tous ceux qui sont là commencent à croire à la presse, disons-le, africaine, oui. pour qu'elle puisse raconter elle-même sa propre histoire. Je vous prends le cas du débat qui nous anime. Vous savez, un certain célèbre chercheur, Cheikh Anta Diop, pour ne pas le citer, avait dit « Nous sommes tous des autochtones en Afrique ». Et vous verrez très bien que, fort de cette déclaration de Cheikh Anta Diop, le débat que les Européens, les Occidentaux, nous imposent sur l'affiliation de monsieur... n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être. D'accord. Surtout que chez eux, Oui. il faut le dire, surtout que chez eux, ils admettent des étrangers Oui. au poste Et de chez eux, c'est pas responsabilité. codifié dans les Moi, je constitutions suis aussi. je fais dans l'intégration. Oui. Et je dis, c'est un mauvais discours pour nous en Afrique centrale. D'accord. Surtout que quand vous allez à Bitam, c'est des mêmes peuples. Vous avez des familles à Bitam qui Les sont deux côtés de la frontière. oui. Thierry, Vous donc, avez- terminé. effectivement, on donc est pris par le c'est un mauvais discours. Et je vais sortir en disant que pour ce qui concerne l'affiliation, le père Bongo, selon la lettre du continent, a laissé 52 enfants, officiellement reconnus 52. Wonderful. Et M. Bongo Père, oui, officiellement reconnu, S'il vous selon plaît, la on lettre du termine, continent. s'il vous plaît, on Et M. termine. Bongo Père Oui. n'avait jamais dénié la qualité de fils. Alain Bongo. Alain Bongo. Merci. Donc, On du termine, coup- s'il vous plaît. Non, on va terminer. Donc, du coup, ça fait quand même gros que D'accord. de réveiller un type D'accord. de Donc, sujet comme Juste une celui-là. seconde pour abonder dans son sens. Oui, maître Je me Massi. suis amusé S'il vous à plaît. lire Oui, maître Chantal Massi. Roger, s'il un vous numéro plaît. de Jeune Afrique ce matin, daté Oui, de maître Massi. 2011. Oui. Là, Jeune Afrique est allé rencontrer un témoin important qui est encore en vie au lieu d'aller parler des morts. Il a dit qu'Ali Je- Bongo est le fils du président Bongo. Jeune Afrique Ça, on savait, dit oui. que Laurent Gbagbo, il est aujourd'hui en prison aux Pays-Bas, pendant qu'il était opposant, avait ses habitudes et ses aventures par les bords de mer à Libreville. Et il dit, le président Omar Bongo avait toujours souhaité que son fils, Ali Bongo, lui succède. D'accord, merci. Jeune Afrique. Terminé sur la question. Merci beaucoup. En Alors, on va démocratie. finalement prendre ce En reportage de la démocratie. semaine Que son fils lui succède. qui, Merci, au sujet maître de cette Massi. affaire qui s'est déroulée mercredi dernier à Douala, qu'il était question après une première assise achevée en queue de poisson de l'île au président de la Ligue régionale de football du littoral. Les deux listes en course, loin des yeux, ne se sont véritablement affrontées. Coup de poing, engueulade et plainte à la clé. Voici le film de cette journée qu'il faut vite oublier dans l'histoire du football camerounais. Le reporter de la semaine est signé Arnaud Ngefak, Luciano Djankou et Constant Kamga. Le credo d'un chaos à l'hôtel Loat à Douala. Ici se déroulent les élections du président de la Ligue régionale de football pour le littoral. Deux listes en course constituées en de véritables camps de bataille. Batamak d'un côté et Loga de l'autre. Affrontement, jeu de ping-pong verbal, combat et bousculade avec de chaos sur le tatami. « 41 délégués sont en effet électeurs. Ici, dit-on, 22 d'entre eux, acquis à la cause de Joseph Batamak, sont en salle. Le reste, électorat de Emmanuel Loga, est à l'extérieur. Il est arrivé un moment où j'ai demandé à ce que je me concerte avec mes pairs afin de rentrer pour démarrer les élections. Cette demande a été acceptée par le comité qui suit les élections. Nous nous sommes retirés à la fin de la concertation. 3 minutes après, nous voulons rentrer. Les portes nous ont été fermées. L'enjeu de la guerre, c'est donc l'accès en salle d'élection. Le tamis à l'entrée est tout fin. Les forces de l'ordre, mobilisées en grand nombre, sont là un peu partout. Il y a des délégués déclarés non grata. Il y a des porteurs de mandats qui n'ont pas qualité. Et quand nous soulevons ce problème, le président estime que non, ça ne veut rien dire, nous devons faire des réserves. Non, ils n'ont pas qualité à voter. Ils ne doivent pas être dans la salle. La chasse à l'homme.
et de victimes dépassées par ce qui leur arrive ce mercredi. C'est le dernier épisode d'un feuilleton commencé quelques 5 jours plus tôt à l'hôtel Somatel. Les concernés s'étaient enfermés dans une salle et il a fallu aux policiers un dispositif d'Hollywood pour y accéder. Ici donc, l'occasion est ultime pour sauver les élections à la Ligue régionale de football pour le littoral. De 8h à 9h, le temps est passé et le verdict des urnes est enfin sorti. Nous sommes restés 22. Nous avons eu donc 22 votants et 22 votants pour le président Batamak, ce qui fait une élection de 100%. Une journée tumultueuse pour honorer la démocratie à la façon camerounaise que les expatriés regardent bien de loin à partir de la fenêtre. Je vais permettre à chacun de dire un mot sur ce sujet puisque le temps imparti est presque terminé. Je commence par vous, Jean-Bruno Tanier. C'est une bataille rude pour renouveler ces personnels de la Ligue, la Ligue régionale. Ce que vous avez vu là, ça vous inspire quoi? C'est du dégoût, parce que c'est inadmissible que des adultes se retrouvent dans ce genre de situation. Mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est l'attitude de la police. On ne peut pas maltraiter des gens comme ça au nez et à la barbe des policiers qui encadrent pratiquement la bastonnade. C'est quelque chose d'inacceptable. Les images ont été diffusées en boucle sur Canal 2 et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore appris qu'on a identifié les voyous sur ces images-là pour les interpeller et pour qu'ils subissent le sort qu'ils doivent subir. On ne peut pas se comporter sur l'espace public de cette manière. C'est tout simplement inacceptable parce qu'on sort du cadre du jeu qu'est supposé être le football. D'accord. Alors, Chantal Rollier, tu l'as en 1 minute aussi. Ça s'est passé comme ça presque partout et il y a eu de fortes tensions dans ces regroupements, le nord-ouest, l'ouest. Est-ce que c'est vraiment par amour pour le football qu'on le fait? Non. Les gens luttent davantage pour l'argent du football que pour le football, c'est connu. Regardez l'état de nos stades, regardez, on a demandé vraiment comme ça, au pied levé à la Guinée équatoriale, tiens, qui elle a une bonne économie, pas celle du Gabon, d'organiser immédiatement une compétition sur quelques mois et la Guinée équatoriale est prête sur 2 mois. Ça veut dire que voilà des gens sérieux qui pensent au football, infrastructure, prévision, prévention. Oui. Demandez à tous ces candidats quels sont leurs projets pour la FECAFOOT, je ne pense pas que quelqu'un là. Et demandez à ces gens qui a créé le nom FECAFOOT. Savez-vous, Carole, que ce nom appartient à un homme qui s'appelle Félix Toyenborg, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports. D'accord, c'est bien compris et merci à vous pour cette information. Alors Dominique Bassi, on sort aussi avec vous. Plusieurs recours en annulation ont été introduits, examinés puis rejetés par la commission de recours de la FECAFOOT. Est-ce que cela vous surprend? Ça ne me surprend pas. C'est la manière dont le football camerounais est géré depuis de très belle lurette. Et pour cette fois-ci, j'ai quand même quelques doutes. Je doute fort qu'on aille jusqu'au bout du processus parce que ce faisant, on a violé un certain nombre de dispositions réglementaires et ainsi de suite. Simplement parce qu'il y a un agenda qui a déjà été établi qui vise à imposer un certain nombre de visages à la Fédération camerounaise de football. Alors tout est mis en œuvre au besoin. Même le passage en forcing. Bien sûr, oui, pour imposer quelqu'un dont... Merci. Oui, je ne vais pas en dire plus. D'accord, merci beaucoup. Alors, on termine avec vous, Thierry, non, parce qu'on est à 13h déjà. Place à l'Assemblée générale, donc, qui prévoit dans quelques jours l'élection d'un nouveau président. On a déjà des candidats qui sont déclarés. D'autres vont peut-être encore le faire, puisque la date limite, c'est lundi prochain. Quand vous regardez ce processus, vous avez foi en lui, finalement? La question n'est pas d'avoir foi en ce processus. Je crois que là, maintenant, il nous faut un président de la fédération. C'est irréversible. Oui. Je croise les doigts pour qu'on ait tout au moins un candidat crédible, sérieux, compétent, capable de mettre le football en avant
Et c'est la seule chose qui reste à espérer. Alors d'accord, on nous accorde 15 minutes, c'est pas comment dans cette émission encore, donc on va continuer sur cette affaire de la Fédération camerounaise de football avec le renouvellement. On parlait donc des candidatures qui sont annoncées. Monsieur, je vais vous donner l'occasion de dire un mot sur ces candidatures, notamment celle de Jules Nyonga qui se présente sur le signe de la rupture avec le système établi. Il y a aussi Joseph-Antoine Bell qui veut concourir sous le prisme du New Deal, donc du renouveau. Jean-Bruno Tanier, vous croyez en ces profils pour ce poste? Bon, disons que jusqu'à présent, il y a pas mal de candidatures qui sont un peu farfelues et des candidatures qui sont un peu plus sérieuses. Parmi les candidatures complètement farfelues, il y a celle de notre confrère Iwaï Lamé. Pourquoi vous la jugez farfelue? Parce que ce n'est pas sérieux. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu là où il essaye de présenter son programme. Non, c'est pas sérieux. Il y a également d'autres candidatures farfelues, mais jusqu'à présent, les candidatures qui me semblent un tout petit peu sérieuses sont celles de Joseph-Antoine Bell et Jules Nyonga. Moi, j'ai lu des articles sur la présentation de la candidature de Jules Nyonga. C'est très sérieux. Il a une certaine vision, il sait où il va. Il y a Joseph-Antoine Bell qui, malheureusement, est un peu dans un show à l'américaine. Et tous se trompe un tout petit peu de cible parce que le collège électoral est très connu. On peut rassembler tous les patrons du JICAM, on peut rassembler tout le peuple camerounais. Ça peut flatter son ego, mais ils ne sont pas électeurs. Et je pense que il y a des gens qui ont travaillé au niveau de la base pour le choix des délégués et ce sont ces délégués-là qui viendront élire le président le moment venu. Et je pense qu'à ce niveau, ça va être compliqué parce que le jour de l'élection, j'ai peur que finalement on n'accepte même qu'une seule liste parce que comment allez-vous constituer une liste avec des délégués que quelqu'un a fait élire au niveau de la base. Maintenant, on peut discuter sur les conditions, sur le déroulement de ce processus électoral, les textes qui ont été adoptés, un peu n'importe comment, le comité de normalisation qui est fortement critiqué, ainsi de suite. Dominique Bassi préjugeait de ce que le processus risque de ne pas aller jusqu'au bout. Je pense qu'on n'est pas à l'abri des surprises dans les prochains jours. D'accord, on parle justement d'un collège électoral connu, ça veut dire que ça aurait dû être un scrutin facile, n'est-ce pas, Dominique Bassi? Parce que dès le départ, on sait déjà qui va élire. Facile et compliqué. En boitant un peu le pas à Jean-Bruno, je dirais que pour ceux qui ont une petite expérience de l'Africafoot ou de manière générale des milieux du football, aussi bien au niveau de l'Africafoot, de la CAF ou de la FIFA, c'est un milieu mafieux. Donc il ne suffit pas d'avoir un projet crédible, un projet sérieux. Pour ce qui concerne précisément l'Africafoot, les jeux semblent faits. À moins que l'opposition ne soit interrompue. Les jeux semblent faits. Rappelez-vous que M. Tombi Aroko, aujourd'hui, je préfère donner le nom, est secrétaire général, dont le pilier, c'est lui qui va recevoir les candidatures. C'est lui qui va organiser en quelque sorte l'élection. Mais à ma connaissance, il n'est pas encore candidat, M. Non, les textes ont été taillés. Les textes ont été taillés. Sa candidature va arriver. Les textes ont été taillés à la mesure de quelqu'un qui se trouve bien être M. Tombi Aroko. Parce que les textes que la FIFA... Vous avez failli passer votre tour de football tout à l'heure. Les textes que la FIFA a validés permettent aujourd'hui au secrétaire général de la FIFA d'être, en tout cas, à un personnel Africafoot, d'être candidat à cette élection, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, tout est fait pour orienter l'issue de ce scrutin vers... Je voudrais une petite précision qui est importante parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui connaissent très bien cette affaire-là. D'abord, première chose, c'est qu'il y a un secrétariat technique qui est chargé de l'organisation du processus. Et donc, théoriquement, M. Tombi Aroko ne reçoit pas les candidatures. Je dis bien théoriquement. Maintenant, on peut le soupçonner, mais il faut donner les faits tels qu'ils sont. C'est que dès qu'on a mis en place le processus électoral, il y a eu un secrétariat technique chargé d'organiser ces élections. Et ce sont les membres du comité de normalisation coiffés par le président du comité de normalisation. Merci pour la précision. Il y a d'autres acteurs qui ont préféré attaquer le problème par un autre bout, c'est-à-dire attaquer la légalité même de tout le processus. Ils ne sont pas du tout candidats pendant qu'on fait les élections au niveau de la base, ils n'y sont pas. Et je trouve que c'est une démarche qui me semble plus cohérente. Il ne faut pas faire comme l'opposition camerounaise qui dit que le code électoral est mauvais. Et va quand même aux élections. C'est complètement absurde. D'accord, merci. Chantal Roger-Tulé, vous avez la parole maintenant. Alors moi, je veux dire en français facile qu'il ne s'agit pas des élections à la Fédération gabonaise de football.
où on sait d'avance qui va gagner. On est sorti du Gabon, Chantal Roger-Tuile. Donc, il s'agit là de quelque chose de fondamental qui repose le problème que je pose généralement pour d'autres sujets. Qui doit faire quoi? Qui peut faire quoi? À mon sens, il s'agit de football. Et il faut donner le football aux footballeurs. Monsieur Julien Nga est dans les milieux de football. C'est un entraîneur, c'est un tacticien, c'est un praticien, un formateur. Monsieur Ben Joseph Antoine a longtemps pratiqué. Il y a eu quelques affaires de mœurs, vraies ou fausses, autour de lui. Mais c'est un grand tacticien. Il a déjà été aussi candidat en 98. Oui, mais c'est un grand professionnel et c'est un grand communicateur. Malheureusement, il semble qu'il n'est que communicateur ces derniers moments et pas tacticien, pour au moins ce qui concerne les choses de la politique. Voyez-vous, Carole, voici comment l'élection à l'Africa Foot se passe. On commence par l'arrondissement. L'arrondissement propose des gens pour le département, tous électeurs quelques-uns, à tous les niveaux. Et quand l'arrondissement a choisi ses clients, permettez que je dise comme ça, il les envoie au département. Le département les envoie à la province. C'est pour ça que vous voyez toutes les bagarres que vous avez vues à la télévision. C'est le choix de ceux qui vont venir à Yaoundé comme délégués et qui vont choisir le président de l'Africa Foot. Donc à partir du collège, Monsieur Tombi Aroko, lui, d'après les rumeurs, hein, évidemment, qui n'a même pas encore posé sa candidature, M. Tombi, donc, a influencé l'élection dès la base, comme le faisait M. Ia à l'époque. Ça, c'est vous qui le dites, hein? M. Nkouvondo, j'ai dit d'après, oui. Et M. Nkouvondo, à l'époque, candidat, était venu également faire un grand show à la télé. C'est un ami et un frère par ailleurs, mais n'avait pas influencé l'élection des délégués à la base. Résultat, quand les délégués arrivent à Yaoundé, vous devez faire une liste avec un certain nombre de membres que vous ne pouvez pas trouver parce qu'ils ne sont pas de vos délégués. Ils ne sont pas de ceux de vos obédiences et de ceux qui défendent la politique que vous allez défendre à l'Africa Foot, politique entre guillemets, parce que je ne sais pas bien qu'il y a une politique là-dedans. Je voulais chuter par quelque chose de simple, Carole, pour dire que voilà quelque chose qui interpelle également la société du Cameroun. Si vous voyez des Camerounais sauter du 7e étage d'un immeuble et s'écraser au sol, sautez avec eux. Il y a l'argent au sol. Vous ne savez pas comment ces gens ont pris l'argent en affection à ce point pour oublier que les Latins gouvernaient avec du pain et des jeux. Qu'au Cameroun, il n'y a pas de pain, il restait les jeux. Que maintenant, on s'est même mis à jouer avec la seule petite exutoire du peuple camerounais pour ça, ces derniers retranchements, le jeu. Que ceux qui font ce genre de spectacle-là, que j'ai vu à la télévision, seront comptables devant l'histoire. D'accord, merci Chantal Roger-Tuile. Alors, Dominique Bassi, vous voulez réagir à cette question? Ah non, c'est plutôt Thierry, donc, s'il vous plaît. Non, pas réaction. Dire que ne prêtons pas beaucoup de pouvoir également à certains candidats. Moi, je crois que le comité de normalisation a fait un travail. Sauf que aucun travail n'est parfait. Et quand vous voyez très bien le jeu des acteurs, chacun essaye à son niveau de prendre la situation en sa faveur. Vous verrez très bien, ce sont les textes que le comité a rédigés qui organisent les élections dès la base, dès les arrondissements. Mais ce n'est pas le comité qui... Ce sont les textes, mais ce n'est pas le comité qui va aller choisir un candidat. Vous avez des candidats, il faut le reconnaître, qui ont un avantage. Par exemple, celui qui a longtemps, qui est aux affaires. Thierry, celui qui a de l'argent, il faut donner à boire aux gens, il faut déplacer les délégués, il faut des cars. C'est celui qui a de l'argent, Thierry. Celui qui a de l'argent, c'est... Mais celui qui connaît bien le terrain. Et qui, dès à présent, a compris que l'élection du président ne sera que l'acte final. Parce qu'en fait, l'élection du président a commencé avec dans l'arrondissement. Et vous verrez très bien qu'il y a des candidats qui n'ont peut-être pas encore déclaré ouvertement leurs intentions, mais qui travaillent depuis le lancement des élections à la base. Ne soyez donc pas surpris qu'ils soient élus. Merci Dominique Bassi. Je dirais même plus loin, qu'ils ne travaillent pas depuis le lancement du processus, seulement ils travaillent depuis très longtemps. Rappelons-nous, Jean Renaud y était à la Coupe du Monde. La très forte délégation de l'Africa Foot. Apparemment, c'était pour déjà mettre en condition un certain nombre d'acteurs qui, le moment venu, allaient avoir leur mot à dire dans les gens qui vont être élus délégués à la Coupe du Monde. Comment peut-on être aussi prophétique? On n'est pas prophétique. Il s'agit d'une démarche. Les gens qui sont dans cette maison Africa Foot, ils savent bien, ils peuvent prévoir les jeux longtemps à l'avance. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas le premier à le soutenir aujourd'hui, qu'on a amené à la Coupe du Monde, parce que ça a généré beaucoup de frais de mission.
des gens qui, le moment venu, et ils le sont aujourd'hui. Ils ont leur mot à dire dans le processus. C'est bien compris, monsieur, c'est bien compris. Alors, je vous permets de dire un mot pour terminer. On va faire vraiment un dernier tout table sur la Coupe d'Afrique des Nations, dont le Maroc n'a pas pu procéder à l'organisation, mais ce sera la Guinée équatoriale. Comment est-ce que vous jugez la décision de la CAF? Je pense que c'est d'abord... Oui, merci. Merci. D'abord, j'ai été impressionné par... le fait que la Guinée équatoriale accepte au pied levé d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Elle sort d'une organisation aussi? Non, pas forcément. Cela signifie au moins que les autorités font confiance en leurs infrastructures. Oui. Si on comptait sur des pays comme le Cameroun, je crois qu'il n'y aurait pas eu de Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes en chantier, nous serons prêts en 2019. Oui, mais ça fait longtemps quand même, parce que la dernière CAN qu'on a organisée, c'était 72. Qu'est-ce que le football n'a pas donné en termes de gloire et d'argent à ce pays? Mais malheureusement, Chantal Roger le disait tout à l'heure, tout le monde vient là pour ce que produit le football et non ce qui rapporte. Et même les politiques qui ont très beau jeu de récupérer les victoires des Lions à qui sont devenues très rares. Heureusement, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est presque une mini-révolution. Il y a longtemps, ça n'était pas arrivé. Donc, qui aiment récupérer les résultats, mais ne réfléchissent pas pour mettre en place une politique sportive cohérente qui permettrait à tous les Camerounais de pouvoir s'épanouir dans la pratique du sport et du football. Chantal Roger, tu l'es sur la même question? Mais d'abord, il faut saluer la Guinée équatoriale. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire. Je voulais préciser, même en risquant de fâcher encore le défenseur du Gabon, ici, M. Mbassi, que le Gabon a refusé d'organiser cette compétition, que le Maroc a refusé, que le Qatar s'est proposé et qu'il y a là une question à poser sur le fond, que nous posions tout à l'heure pour les leaders africains, pour les dirigeants africains. Est-ce que M. Ayatou n'a pas mis beaucoup de temps déjà à la CAF? Oui, le rapport avec les décisions de retirer le Maroc. Est-ce que le Maroc était le seul candidat pour une compétition aussi sérieuse? Quand il s'agit du cas de la Coupe européenne, il y a toujours trois choix. Il y a le premier choix, il y a le deuxième en cas d'hésitement et il y a un troisième. La CAF a organisé la Coupe d'Afrique avec seulement le Maroc en liste et pas un deuxième et un troisième. D'accord, merci. C'était une faute lourde. Oui, contrairement à Chantal qui pense que la Guinée équatoriale va accepter d'abriter l'édition de 2015. A accepté. Son économie se porte mieux que celle du Gabon. Je renverrai M. Tulé aux journaux et tout ça parce qu'il parle de ce dont il n'a pas du tout connaissance. Et surtout, vous offrez un voyage à Libreville comme ça. Voilà, merci. Merci. Je n'ai pas capacité d'offrir un voyage. Moi, je le ferai pour vous. Je le ferai pour vous. Oui, pour répondre à votre question, je crois que la décision du président équato-guinéen Obiangema Bazogo ne se justifie pas par la santé de son économie, non. Au moins les infrastructures. Oui, elles sont là. Oui. Le Gabon également, et contrairement peut-être à ceux qui l'ont soutenu, bon, la dernière CAN que le Gabon a co-organisée avec la Guinée équatoriale a fait des gros choses de ce côté-là, c'est-à-dire les Gabonais ont estimé qu'ils n'ont pas vu, et ils avaient tort de le penser, ils n'ont pas vu ce que l'organisation leur apportait. Et donc, Ali n'aurait pas pu le risque de faire venir cette organisation. D'accord. Bon, il nous reste 30 secondes, on va terminer. Mais le président équato-guinéen, lui, il a la possibilité de pouvoir prendre un choix et puis qui engage son... Thierry Ndong, 30 secondes vraiment. Vous êtes le dernier et vous allez souffrir de le dire en deux mots. Oui, je suis dans l'intégration. Tu es invité au Gabon aussi. Saluer la décision de la Guinée équatoriale d'organiser. N'oublions jamais que une Coupe des Nations, c'est d'abord une fête populaire. Et donc, ça va permettre, je l'espère cette fois-ci, à la Guinée équatoriale de jouir pleinement de sa fête. De libérer l'octroi des visas pour que l'intégration sous-régionale soit effective. D'accord. Voilà messieurs, merci beaucoup et nous saluons la victoire des Lions indomptables hier, 1-0 sur la RDC. Qualifié donc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et un mot aussi à la mémoire de ce joueur international de football qui nous a quitté donc ce week-end, Valérie Mezagué, qui est donc décédé. On y reviendra sûrement dans nos émissions spécialisées, Grand Stade, Au cœur du sport et bien d'autres. Alors messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être venus. Merci à vous qui regardez en direct sur Internet, sur le site www.canal2international.net. Merci pour vos réactions sur Canal Presse officiel, la page de Facebook de notre émission. Faites comme Roland Zibi qui nous a envoyé des questions tout à l'heure et qui nous regarde de Munich en Allemagne. Merci et à la semaine prochaine.